Un. Et bonsoir tout le monde, merci d'être là au rendez-vous pour ce nouveau live comme tous les lundis à 21 h sur la chaîne de la Minute Foot, les Échos des terrains, votre émission où on retrace toute l'actualité footballistique. Et comme vous voyez, je suis en très 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 bonne compagnie. On est avec Manu. Manu, comment ça va? Ton petit week-end foot, je te demande pas comment ça s'est passé, mais J'ai beaucoup gueulé ce week-end, hein. J'étais très fâché, mais là ça va, je suis calmé. Mais m'énervez pas parce que ça peut repartir à tout moment, hein. t'inquiète, je pense que voilà, il y a déjà un mec qui rigole là en bas à gauche. Nico, comment tu vas? Je Nous vais l'énerve super pas bien. notre Manu ce Et soir, hein. j'adore Habib Beye. Hein, Manu? Ah ouais, 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 aussi une autre gueulante, il y en a eu beaucoup ce week-end. Ah Et bah toi, écoute, Romain, ça va comment tu super bien. vas? Eh Et bien moi les écoute, gars, je suis vu, content de vous retrouver. C'est vrai. C'était pas la semaine dernière, il me semble, mais c'est ça? Non, 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 semaine dernière, j'étais pas là, c'était le lundi de Pâques et j'étais vraiment pas dispo, je suis rentré très tard. Mais voilà, je suis content de vous retrouver parce que voilà, c'est une belle journée de Ligue 1 qui s'est passée, une belle journée de football de façon en général. Mais franchement, cette fin de saison, ça vraiment va être très, 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 aussi bien dans le haut que dans le bas, va être assez, faut être accroché, accroché dans son siège. Ouais, accroché, je pense que c'est le mot parce que il n'y a pas beaucoup de points qui séparent le deuxième, du troisième, du quatrième. Donc on a une bonne fin de Ligue 1. Et en parlant de jeu de tableau, et ben, il y a Marseille qui s'est imposé face à Brest. Voilà, je sais que Romain et Nico, notamment, vous avez envie d'en parler. Peut-être un peu moins Manu, bizarrement. Toi, Nico, comment t'as pu voir ce match triplé d'Amine Gouiri qui confirme peut-être enfin son statut de numéro 9, même s'il était déjà bon dans les autres matchs, mais là, voilà, il a enfin son match référence. Toi, qu'est-ce que t'en pensais de ce match, Nico? ah bah écoute, les premières minutes un peu, on va dire, attentistes, où il y a eu des banderilles de la part du stade brestois. Et puis bon, j'ai retrouvé mon Léo Balerdi Hmm, et ça m'a fait plaisir. Et je mets ma main à couper que si Roberto De Zerbi est repassé à 4 derrière, c'est en grande partie parce que Léo est revenu. Parce que sans lui, c'est plus compliqué d'être à 4 derrière. hmm. Bref, et puis bah oui, enfin Gouiri, incroyable, fantastique. Comme dirait Didier, exceptionnel, tu vois? Et donc et bien d'autres aussi derrière à citer, Rabiot, Greenwood qui défend, bravo. Alors là, Enfin. si Greenwood se met à défendre, où va le monde? C'est beau. Non, non, franchement, heu, j'ai l'impression quand même que cette défense avec du Murillo, Balerdi, Garcia, avec, bah, ouais, la possibilité, d'avoir un jeu où, tu retrouves les joueurs, que ce soit Enrique ou Greenwood, plus ailier, leur correspond mieux. Et puis ça te permet aussi d'avoir, finalement des offensifs qui sont plus en nombre et on l'a vu, ça peut faire très mal. Voilà ce que je peux en dire. D'accord. On a vu Walid Acharchour dire qu'il voyait un peu de Benzema en Gouiri. Toi, Romain, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es assez d'accord avec cette analyse ou tranquille, on va commencer à se calmer? Même si ça veut dire toute Ah, proportion gardée. alors moi, je vais vous faire une anecdote. Je vais vous dire une anecdote. Je ne sais pas si on n'avait pas parlé ensemble. C'est que j'ai fait le stage à l'époque de recruteur de scout. Et justement, Amine Gouiri était un des joueurs qu'on regardait beaucoup. Et je vais être honnête avec vous, c'était un truc qu'on avait dit, c'est qu'il avait du Karim Benzema. Déjà, il a une particularité, Amine Gouiri, c'est au niveau de ses appels. Si on regarde bien, il est toujours trois quarts tourné vers les cages, ce qui fait que quand il reçoit le ballon dans les pieds, il est déjà face à la cage. Donc, comme techniquement, il est très aisé, ben, dans les face-à-face avec son adversaire direct, il a une facilité d'élimination où déjà, ben, sur ça, il est très fort. Après, évidemment, il me fait penser à Benzema. Pourquoi? Parce que je pense qu'il peut jouer derrière l'attaquant, il peut jouer sur l'aile, il peut des fois remplacer ben, un buteur, un pur buteur devant. Pour le coup, c'est ce qu'il fait à l'OM, puisqu'on n'a pas réellement de vrai buteur à l'OM. C'est lui qui pallie ce manquement. Et il le fait relativement avec brio depuis ce début d'année. Il a eu un petit passage à vide, je pense que c'est dû par rapport à sa petite blessure qu'il avait eu, une petite contracture. Mais hier, ce qu'il a fait pour le coup,
Il a été monstrueux et je serais pas surpris que la saison prochaine, on l'utilise justement dans un autre registre que numéro 9, pur numéro 9. Parce que pour moi, voilà, c'est un garçon qui peut jouer vraiment derrière en soutien. Je pensais, après, ce n'est que mon avis. Manu, Voilà. est-ce que... Vas-y, Romain, excuse-moi. Non, non, vas-y, excuse-moi. Vas-y pour toi, Manu, est-ce que après cette victoire 4-1 de Marseille, est-ce que Marseille a peut-être d'un côté officialisé son top 2 ou il faudra quand même attendre le match la semaine prochaine face au LOSC pour officialiser les choses? Non, non, c'est la semaine prochaine que l'OM pourra officialiser parce que la semaine prochaine, c'est Lille. Donc, c'est le match bascule. Le match hier pour l'OM, il était obligatoire à gagner pour continuer la course parce que quasiment tout le monde a gagné ce week-end. Donc, l'OM était quatrième avant le match. Donc, c'était obligatoire de gagner. Euh, pour valider la Ligue des Champions, c'est la semaine prochaine. En cas de victoire la semaine prochaine, l'OM aura validé la Ligue des Champions. Mais c'est parce que c'est Lille. Donc, ce sera ça le vrai match. Maintenant, moi, je suis très content de ce qu'a fait l'OM hier parce que j'ai trouvé ça très bon. Ça fait 4 mois que je lui demande de mettre des attaquants et de ne pas mettre Rabiot en dessous de l'attaquant et Nadir en dessous de l'attaquant. Hier, il met Guiri, il met Luis Enrique vraiment comme ailier, il met Greenwood comme ailier. Les trois sont décisifs. Ro, quand il rentre, il est impactant. Même Harit, quand il est rentré, il n'a pas été mauvais. Il avait du jus, j'ai trouvé. Donc, au final, tu on voit. sentais, tu On sentais voit. qu'Harit, il avait, Il avait envie. voilà, il n'était pas dans l'équipe dans le sens où il n'avait pas les automatismes. Mais Ah il oui, était non, un mais peu ça, c'est normal. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Mais enfin, il peut relancer des atouts et des armes qui manquaient. Il s'était enfermé dans un truc qui était vraiment pas bon. À force de dire, bah, j'ai pas les joueurs, mes joueurs sont pas bons. Il s'était enfermé dans un truc qui était vraiment néfaste, négatif tactiquement. Et hier, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. J'ai retrouvé l'OM du tout début de saison, quand il avait commencé comme ça. Il y a eu un gros trou dans la saison tactique et hier, enfin, il a acté le fait qu'il devait être plus audacieux, plus ambitieux. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé que c'était un très bon match parce que Brest, c'est pas une équipe facile, hein. Brest, hier, ils sont laminés, mais c'est pas une mauvaise équipe. Ils sont laminés parce que l'OM fait un bon match offensivement, notamment. Et puis, le fait de mettre au milieu de terrain Rabiot, Hochberg, déjà, au coup d'envoi, même s'il y avait Rongier, mais Rongier, je le trouvais un peu moins bon. Mais en tout cas, Rabiot et Hochberg, je les ai trouvés très bons. Quand tu rajoutes Benacer, c'est très, très bon. Donc, enfin, il y a les atouts qu'a mis l'OM. L'OM a mis de l'argent l'été dernier. Peut-être pas pour être à 78 points, mais l'OM a mis de l'argent pour être top 3, pour être deuxième, troisième au pire. Et enfin, hier, il y avait cet argent sur le terrain. Si ça ne l'a pas fait avec Wai devant, eh ben, c'est bien que ça le fasse avec Guiri. Luis Enrique, il apporte offensivement. Greenwood est décisif. À un moment, ça partait en vrille. À un moment, il ne voulait plus faire jouer Greenwood. Il ne voulait plus faire jouer Luis Enrique, mais parce qu'il le faisait jouer latéral droit. Près de limite, il ne voulait plus mettre de neuf à un moment. Non, c'était trop. Et là, hier, c'était vraiment bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que ça va continuer comme ça. Et c'est sur cette idée que je connaissais De Zerbi, évidemment. Je le disais, c'est comme ça que je l'ai vu un petit peu à Sassuolo, mais je l'ai surtout vu au Shakhtar et après à Brighton. Donc, moi, je suis content. Je trouve ça logique, je trouve ça bien. Et ça me laisse des belles perspectives pour cet été avec d'autres renforts défensivement, avec un ailier, avec peut-être un attaquant. Ça, voilà, là, je vois où l'OM peut aller. Donc, avec des latéraux, mais ça rentre dans le secteur défensif. Mais je vois où l'OM peut aller avec un autre joueur à côté de Balerdi. Pourquoi pas un Medina, un Laporte. Mais voilà, enfin, il y a un schéma. Et on voit bien que Murillo, latéral droit, et Garcia à gauche ou Merlin, quand il est rentré, ils peuvent faire le même travail qu'avec le schéma précédent. Ça ne change rien. Quoi qu'il arrive, l'OM concède des occasions. Donc l'OM a concédé des occasions hier, mais l'OM a concédé sur les matchs d'avant. L'OM a encaissé 6 buts contre Auxerre avec un autre schéma. Donc au moins hier, il y avait des vrais atouts que l'OM a dans son effectif, n'avait pas l'année dernière, et hier on les a vus. Donc je suis content. En plus, là, tu parles de Mercato. On a vu qu'apparemment Wesley Fofana était pisté du côté de l'OM, donc ça montre peut-être l'envergure qu'est en train de prendre le projet Marseille. Pour continuer ce que tu dis, Manu, on a Kiba77 dans le chat qui te dit d'ailleurs bonjour et qui nous dit qu'en fait, bah, lui, il pense que simplement c'est le retour de Balerdi qui fait grand bien à ce Marseille. C'est sûr, mais on le voit aussi parce qu'à côté, c'est Kondogbia et que c'est pas vraiment un défenseur central.
Ce secteur défensif, il manque vraiment d'atouts du côté de l'OM cette saison. C'est un manque, ça c'est vrai. C'est aussi pour ça que De Zerbi s'est enfermé dans le fait de rajouter un défenseur central, de mettre Murillo dans l'axe, de mettre Luis Enrique piston droit, parce que défensivement, ça manque de qualité individuelle. À gauche, comme gaucher, t'as que Kondogbia. C'est pour ça que moi je demande Medina ou Laporte, c'est parce que ce sont des purs gauchers. Mais il met Kondogbia par manque de choix. Donc c'est vrai que le retour de Balerdi, forcément, ça se voit et c'est un pur défenseur. En plus, c'est le capitaine. De Zerbi lui a donné beaucoup d'importance. Donc ça se voit quand il est là. Et évidemment que c'est mieux avec Balerdi que sans des... Sinon, tu mets deux milieux de terrain derrière. À un moment, il a joué avec Kondogbia et Holberg dans la saison. Hein. Donc Oui. quand il y a Balerdi, c'est évidemment beaucoup mieux. Mais j'attends quand même d'autres joueurs. Wesley Fofana, ça peut être bien, mais je me demande, à la limite, si tu mets Balerdi aussi haut dans ta hiérarchie comme capitaine, c'est un droitier, Wesley Fofana, et j'ai un peu de mal à savoir où il va jouer. Parce que pour moi, j'ai besoin de gaucher. J'ai besoin de Medina, j'ai besoin de Laporte. Mais ça, on verra. Ça se travaille cet été. En tout cas, oui, le retour de Balerdi a fait du bien, mais c'est évident. Comme tu dis, on verra ça cet été. Je veux Euh... juste ah, revenir sur un truc. Vas-y, Nico, pas de souci. Euh, Souvent, on a tendance à sous-estimer l'importance de Balerdi dans la défense parce que, en fait, c'est vraiment le patron dans le sens où c'est lui qui va diriger sa défense. On le voit hein, sur le fait qu'il demande à Kondogbia de faire certaines choses et puis de toute façon, t'as pas le choix en défense, tu es obligé de communiquer, mais c'est lui, on le sent en fait, c'est lui qui a investi de ça. Et tu le vois, voilà, quand c'était à 3 centraux, c'était encore plus criant. Mais voilà, c'est pour ça que sans lui, c'est pas la même défense. C'est pas les mêmes, c'est pas la même façon de jouer parce que les mecs, ils ont pas l'habitude de parler ensemble et de switcher en fait. Donc tactiquement, voilà, il faut un patron en défense. Et Balerdi le fait très bien. Exactement. Et d'ailleurs, Balerdi qui pourrait apparemment, selon les dernières infos, partir dès cet été. J'ai envie de vous dire, on verra par la suite. On parlait d'un choc du haut de tableau. Ah, attendez, juste là, il y a Kiba qui me pose une question. Juste une question au cas où ça en parle. Tu partais du côté de la... Ok, d'accord. Là, du coup, on va passer à Monaco. Parce que c'est vrai qu'au Monaco, c'est très très compliqué. Défaite 1-0 face au... non, un partout, pardon, face à qui on a Kiba qui nous parle qu'apparemment il y aurait des soucis en interne, notamment avec Golovin, avec sa blessure, et Ben Seguir, et qui serait du coup la cause, comme quoi ses perfs seraient un peu moins bien. Est-ce que toi et Manu, t'as peut-être des petites infos, t'as vu passer des choses par rapport à ça? Moi, je pense clairement qu'il y a une grande partie du groupe qui a lâché sportivement parce que le management d'adducteurs, il n'est pas basé sur la performance et ça, pour moi, c'est une catastrophe. Les bons coachs en Ligue 1 et ailleurs, ils basent leur approche et leur 11 et même leur relation avec les joueurs sur la performance. C'est pas possible à un niveau professionnel de ne pas baser ton approche de coach autre chose que sur la performance. Sinon, tu as des joueurs déjà à la base. C'est compliqué de les impliquer avec les salaires qu'ils ont, avec toutes les attractions qu'ils ont à côté. C'est déjà compliqué de les avoir avec toi. Si en plus de ça, c'est pas la performance qui fait qu'ils peuvent jouer ou non, bah, ils disent mais je m'en fous complètement. Quoi qu'il arrive, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois. Lui, avec sa tête de con, il a décidé que je jouais pas, et ben je joue pas. Et voilà. Et donc, il lâche sportivement. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça, pour Golovin notamment, parce que Golovin, c'est en plus, c'est un joueur qui marche à l'affect, un peu comme un Greenwood, des joueurs un peu fins, et Hmm. si tu leur fais pas confiance, ils peuvent lâcher. Golovin, j'ai l'impression qu'il a lâché avec Uther, et il se demande même s'il veut pas partir, Golovin. Ben Seguir, il a été déclassé, il jouait beaucoup, il a eu une période de moins bien, et depuis, il est déclassé, il a du mal, maintenant quand il a des minutes, à être impactant, mais Ben Seguir, c'est pas grave parce qu'il a 18 ans, 19 ans, 18 ans. Donc c'est rien. Ça, c'est... Akliouche va partir, Ben Seguir va prendre du temps de jeu, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a une partie du groupe qui ne peut pas être impliqué. Balogun, ça fait 3 matchs qui rentre à la 88e minute. Mbolo, ça fait 3 matchs qui joue 88 minutes et qu'il ne bouge pas sur le terrain. Mais t'es Balogun, à un moment, tu te dis quoi? Tu te dis, mais moi je rentre à la 88e et à la 88e, Balogun, il a fait 6 courses. Il a eu 2 occasions et il a failli provoquer un carton rouge et un penalty. Mais c'est pas possible. Le prochain match, il va jouer encore 2 minutes. Ben non, le prochain match, il va être titulaire, mais parce que tout le monde gueule. Donc à un moment, c'est pas normal. Il est Nikena, c'est pareil. Pourquoi la semaine dernière, il joue 1 minute? Là, aujourd'hui, il n'est pas dans le groupe.
Bah, c'est un management qui n'est pas bon. Les très bons coachs, ils sont forts là-dessus. Ils sont forts sur le fait de récompenser les. Luis Enrique, il a basé son approche au PSG là-dessus. Hansi Flick, il a basé son approche à Barcelone là-dessus. Peu importe s'il aime le joueur ou pas, peu importe le nom du joueur, si tu es en retard, déjà tu es sanctionné à l'entraînement. Si tu n'es pas bon, tu vas aller un peu sur le banc. Si quelqu'un mérite de jouer, il va devenir titulaire. Et ça, Monaco, c'est pas le cas malheureusement, mais il manque beaucoup d'autres choses. Mais pour moi, ça explique le fait que des joueurs comme Golovin, Ben Seguir, Balogun, Ilinikena, beaucoup de joueurs ont un petit peu lâché dans la saison. Mais en tout cas, on sent que voilà, ce week-end, il t'a pas fait énormément de bien footballistiquement parlant. Pour toi, Nico, voilà, Monaco perd encore des points, mais Monaco se déplace à Saint-Étienne, reçoit Lyon, puis se redéplace à Lens, et ils sont à un point de cette troisième place. Est-ce que le top 3 est encore possible pour Monaco ou vraiment trop compliqué au vu de ce qu'on voit lors des derniers matchs? Non, mon classement, il reste le même, hein, PSG, OM, ASM. Donc mon top 3, il n'a pas bougé. Oui, Là, Manu. ce week-end, c'est Marseille-Lille, les deux premiers, enfin, parce que j'oublie le PSG, mais le deuxième et le troisième, il y aura forcément un perdant ou un match nul. Il suffit que Monaco gagne son match à Saint-Étienne, ils sont de nouveau top 3. C'est trop serré. Yes. Exactement, Euh, et il y a des confrontations, il y a un ASM Lyon. c'est ça. Donc bah, il y a des confrontations directes là dans le gros wagon pour la LDC. Et forcément, il y aura des perdants. On espère que ce ne sera pas nous, l'Olympique de Marseille, et surtout pas à un point, parce que là, ce serait vraiment une tragédie. Non, mais moi, je voulais revenir sur le hack, parce que Vas-y. faut saluer aussi ben, le travail côté Hackman, où il y a eu pas mal de modifications tactiques qui ont fait que je suis fan de Keshta, le joueur. Je trouve Hmm. qu'il fait tellement de différence. Sans lui, waouh, ce serait pas la même équipe. Ouais, comme dit Kiba, Didier Digard, ça a mis du temps, mais là, il commence à trouver la bonne formule, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est à saluer. C'est pas, moi, je le vois plutôt comme bon, un ASM à son top niveau, forcément aurait gagné, mais il y avait du répondant aussi en face. Et donc voilà, c'est aussi cette faculté qu'a l'ASM de, comme l'a dit Manu, jouer petit bras en tout cas, qui fait que peut-être il y a eu, ouais, j'aurais, ouais, Manu dit, C'est même pas petit bras, c'est que la première période, elle est honteuse. T'as ouais, t'as- t'as que des équipes au tableau qui sont des morts de faim. Même l'OM avec plein de problèmes a envie de gagner ses matchs. Lille avec plein de problèmes a envie de gagner ses matchs. Pareil pour Strasbourg, pareil pour Nice, pareil pour Lyon. La seule équipe qui a fait une mi-temps qui n'en avait rien à foutre, mais vraiment rien à foutre, hein. Ils marchaient, il y a eu 10 bonnes minutes où ils ont un peu dominé et ensuite, bah, on laisse le ballon au Havre, on défend pas, on court pas, on demande pas le ballon. La seule équipe qui a fait ça sur 45 minutes, c'est Monaco. Et évidemment, après, ils se sont fait. Dans le vestiaire, à la pause, ça a gueulé. Évidemment que sur 45 minutes, ils se sont réveillés, ils arrivent à marquer un but, ils peuvent en marquer un deuxième, mais la globalité du contenu, c'est pas normal. C'est entre les non, problèmes tactiques, la mentalité, bah, ça fait que tu sors du top 3 pour l'instant, quoi. je suis d'accord. Et Exactement. pour répondre à ta question, Ilan, euh, pour moi, j'espère que je vais pas me tromper, mais pour moi, je vois pas le LOSC forcément laminer l'OM pour une raison simple. Déjà, c'est que ils font, ils sont un peu comme la SM, ils sont un peu sur courant alternatif. Où déjà, faudra m'expliquer pourquoi Diakité fait cette faute à cet instant et à 80 mètres de ses buts. Je comprends pas son deuxième jaune. Il a totalement pété les plombs, donc tant mieux, hein. De toute façon, il était déjà prévu qu'il joue pas contre l'OM, mais là, Ouais, du coup, il va enfin, être je veux dire, suspendu en pour route, dans quoi. 2 journées face à Ah ouais. Reims. Donc tu perds Diakité, c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin. Après, ouais.
Moi, je le vois pas non plus. Il y a eu du mieux, parce que Manu pourra en parler mieux que moi. Il y a eu un repositionnement tactique qui fait que bah, on voit des joueurs à leur poste et ça, c'est bien. Donc, il y a du mieux à ce niveau-là, mais je les vois pas ultra dominants et ils ont des moments de trou d'air, quoi. Ils ont aussi cette faculté au LOSC de on marque un but et après, il n'y a plus personne. Après, c'est bloc bas et ça attend. Et ça, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Parce que souvent, le LOSC gagne 1, 2 buts maximum, quoi, tu vois. Ils essayent pas d'enfoncer le clou. Donc, je sais pas si c'est tactique ou pas, si c'est demandé par le coach. Mais en tout cas, c'est un fait. Romain, tu le sens bien, toi, pour l'ASM sur cette fin de saison? Ben moi, alors, je vais un petit peu revenir un petit peu sur tout ce qu'a dit Manu et même Nico et même toi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines en arrière, la défaite, l'élimination de Monaco à Benfica et ce que a pu déclarer Mister Hutter. À demi-mot, il a juste expliqué qu'il y avait un énorme problème dans son effectif. Donc les mots de Monaco MAUX qu'on retrouve actuellement, pour moi, ce sont des problèmes qui se sont tout simplement peut-être un petit peu estompés. Il y a eu un petit peu des résultats et Monaco a pu remonter. Mais moi, je ne suis pas surpris de voir Monaco qui est en train de s'effondrer. Et je vais même vous dire mieux, je l'avais déclaré à des collègues à moi au travail. Je leur avais dit, les gars, vous verrez que ce sera Monaco qui va finir à la place du con. Excuse-moi, Manu, je ne manque pas du tout de respect ni pour Monaco ni pour toi. Moi, je vois les Lyonnais leur passer devant, je vois Lille passer devant. Monaco, moi, je suis tout à fait d'accord de ce qu'a dit Manu. La première mi-temps de Monaco au Havre est honteuse. Et honteuse. Quand tu vois l'effectif havrais, que tu vois l'effectif monégasque, ça doit être une formalité pour Monaco. On ne va pas enlever tout le mérite des Havrais qui, eux, jouaient un match très important pour eux. Mais eux, on voit bien qu'il y a quand même des fois des errances, des carences, on va manquer son dernier geste. Mais Monaco, s'il joue vraiment au ballon, les gars, il leur en plante 2 ou 3 par mi-temps. Et c'est fini. On n'en parle plus. Moi, je vais même vous dire, même mieux, je ne vois même pas Monaco s'imposer à Saint-Etienne. Voilà. Saint-Etienne, ça va être un match qui va être un petit peu le SSE Lyon de la semaine dernière. Un stade, mais vraiment comble. Un public qui va être là pour les pousser. Une équipe stéphanoise qui fait un bon résultat contre Lyon et qui a perdu contre Strasbourg. Après, j'ai envie de vous dire, c'était à peu près logique puisqu'on connaît le talent strasbourgeois. Si Monaco reste dans la même lignée que ceux qu'ils ont fait au Havre, mais ça va être un score qui va finir à 3-4-0 pour Saint-Etienne. Je suis désolé, hein, peut-être que j'abuse un peu, mais dans le Mais marasme actuel, je ne vois pas de Monaco. Et les gars, je vais même vous dire même mieux. Il s'impose. La dernière victoire de Monaco, c'est contre l'OM. Bon, il n'y a pas de souci, ils méritent leur victoire, je ne vais pas revenir dessus. Mais je veux dire, ils n'ont pas pris non plus un ascendant face à un OM malade. Ils marquent un premier but un petit peu chanceux. Après, le deuxième but, c'est une grosse erreur de défense. Et derrière, c'est un penalty. Je t'ai pas fait réellement marcher dessus. Moi, je m'attendais à mieux. Parce qu'on sait très bien que Monaco, cette année, c'est quoi? C'est une équipe qui est capable de battre le Barça. C'est une équipe avec ses forces qui est capable d'avoir quand même un bon niveau européen. Un bon niveau. Moi, franchement, Monaco, pour moi, depuis le début, je les ai toujours dit, c'est eux qui vont finir dauphin du PSG. Mais là, franchement, moi, je suis à la place de l'entraîneur. Mais la sonnette d'alarme, je la sonne parce que la fin de saison, ils ont Saint-Etienne, ils reçoivent Lyon et les gars, et ils vont à Lens. Franchement, les gars, Enfin, honnêtement, Lens, c'est porte ouverte en ce moment, mais bon, bref. je suis d'accord. Mais bon, Mais c'est toujours chiant. tu n'as pas gagné, Saint-Etienne n'a pas gagné. Si ça fait 0 points sur 6, même que tu vas gagner à Lens, ça ne sera pas assez pour te placer, pour moi, sur le podium. ils vont pas s'écrouler. Moi, je pense pas. Parce que le problème de cette équipe, c'est que en fait, c'est une équipe par réaction. Donc, dès qu'ils ont vu qu'ils avaient fait de la merde et qu'ils s'en foutaient, et ben, que tout le monde leur tombe dessus, ils vont se dire, ah ouais, c'est vrai. En fait, on a fait de la merde et on n'a pas travaillé, on n'avait pas envie, donc maintenant, on va le faire. Et donc, ça donne des résultats comme ça en dents de scie. Quand tu vois qu'ils font le trophée de la lucarne, mais moi, mes joueurs, ils me font le trophée de la lucarne 3 semaines avant la fin du championnat et d'une qualification en Ligue des Champions, je mets un Mao Shigeri sur la lucarne, le truc il tombe, et plus personne peut tirer dans la lucarne, là, le truc de téléfoot. Mais c'est, en fait, ils sont dans un environnement où ils s'en foutent, où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas de cette conscience, où personne leur dit, mais là, vous faites des trucs de merde, là, tout le monde va vous passer devant, l'OM, ils ont très envie, Lille, ils ont très envie, Strasbourg, ils ont très envie,
vous en foutez parce que vous êtes très bien payé, parce que le cadre de vie il est sympa. Et donc, ça donne cette première mi-temps où pendant la semaine, tu as fait ta lucarne de téléfoot et le week-end, tu arrives au Havre et tu fais cette première période où tu te dis, ah bon, il faut courir, il faut se faire mal. Bah oui, et donc maintenant, comme ils ont vu ça, ils vont réagir comme d'habitude. Et quand ils réagissent, il y a quand même des atouts. Saint-Etienne, défensivement, c'est pas possible. Si Monaco met 4 attaquants face à Saint-Etienne, Saint-Etienne va en prendre 3, c'est pas possible. Mais évidemment, ça dépend aussi de Monaco. Je pense, comme à chaque fois, c'est en dents de scie qu'ils vont comprendre, ils vont réagir et ils vont se dire bon, bah, ok, maintenant il faut qu'on se bouge et on va mettre l'intensité qu'il faut. Mais à chaque fois, c'est dans la réaction. Et donc, du coup, ça permet pas d'avoir une constance dans les résultats et une deuxième place. Faut les envoyer en Russie, hein. Moi, je te Ah ouais, dis un petit stage commando. il ritiro. Ritiro, c'est parti. Bon, on parlait de l'ASM, on va parler maintenant de son rival l'OGC Nice qui s'impose au Parc des Princes fin de l'invincibilité parisienne. J'ai une petite question pour vous qui répond qui voudra. Est-ce que c'est plus du coup Paris qui s'est mis en retrait par rapport à ce match face à Arsenal pour ne pas se blesser, la fatigue, tout ça? Ou est-ce que c'est vraiment Nice qui a fait un match parfait et bah bravo aux Niçois et c'est une victoire totalement méritée et que bah Paris n'a rien pu faire quoi. Pour moi, c'est les deux. Ouais, pareil. Vas-y, vas-y Romain. Allez. Pour moi, c'est comme Nico, c'est les deux. C'est un Nice qui a été très bon et un Paris qui a été peut-être de se dire bon allez, on va pas non plus se blesser. Il faut quand même souligner et pas oublier le match extraordinaire du gardien niçois. Bulka. Je pense que Bulka, il a fait bon. Bulka, on sait qu'il joue à Paris, donc il avait une envie forcément de briller pour son ancien club, devant son ancien club. Mais honnêtement, non, là vraiment. On a pu dire dans un passé qu'il y avait des fois des clubs qui laissaient tout. Oui, d'accord, mais là, pour le coup, je ne pense pas que Paris a laissé le match. Je pense que Paris a la tête à Arsenal. Nice, c'était son match pour un petit peu se faire pardonner de ces derniers résultats un petit peu en dents de scie. Ils l'ont bien fait, ils se replacent dans le sprint final. Franchement, ben écoute, j'ai envie de te dire, pour la joie et le plaisir des téléspectateurs, c'était juste magnifique. Voilà. Ok, Nico, tu partages l'avis de Romain? Oui, après, la nuance que j'ajouterais, c'est qu'on n'a pas reconnu l'intensité qu'on avait connue, par exemple, lorsque justement il y avait les échéances par rapport à Liverpool. Là, on avait vu un PSG qui avait totalement étouffé son adversaire. Enfin, incroyable. Je veux dire, du début à la fin, c'était à bloc. Là, c'est pas le cas. Bon, c'est humain. Bref, ils savent déjà qu'ils ont la L1. Ils savent qu'il y a quand même un rendez-vous ultra important. Donc, tu te poses quand même deux fois la question avant de mettre le pied, quoi. Donc, forcément, pour moi, il y a évidemment une certaine. C'est pas une forme de dilettante, mais voilà, le fait que tu te préserves un peu, eh ben, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé parce que je suis sûr que Enrique, lui, il voulait continuer l'invincibilité. Je suis sûr que son discours, ça a été celui-là. Après, parfois, ben, tu fais des matchs qui sont comme ça, qui sont peut-être un peu en dessous de ce que tu as l'habitude de faire, mais voilà, il faut pas non plus enlever ce qu'a réussi à produire l'OGC Nice. Bien sûr. Costaud, en fait. Costaud, sachant que en plus, ils ont été, on va dire, on a retrouvé le PSG, mais à la toute fin, en fait, de la rencontre. C'est là où ça a commencé à beaucoup déclencher de tirs. Et c'est là où on a pu voir Boulka briller, voilà, 12 à comme il rien faut. pour le gardien niçois. Ouais. Donc c'est un peu les dernières ressources. Ils ont lâché, le PSG a lâché les dernières ressources avec l'entrée en plus. Bah, il y a du banc à Paris, hein, faut pas oublier. Donc voilà, quand tu fais rentrer des joueurs de talent, bah forcément, même si tu essaies de les préserver sur 60 minutes, après tu les fais rentrer forcément. Et puis voilà, ça te permet d'avoir plus de possibilités de marquer. Et ils l'ont pas réussi. Et je suis quand même un petit peu, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais Marquinhos me fait pas un effet fort en ce moment. Je le trouve un peu en dedans. Hmm. Défensivement, il est pas rassurant. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus.
Non, en conf d'avant-match, on se rappelle que Luis Enrique avait déclaré que bah, s'il fallait perdre face à Nice pour gagner face à Arsenal, bah, qu'il allait signer. Peut-être qu'il a signé un petit papier. T'en penses quoi, toi, Manu? Oh, moi, je pense qu'il s'est un peu trompé dans sa compo d'équipe parce qu'il a mis ses titulaires, mais ses titulaires, ils n'avaient pas envie de jouer. Alors, ils lui ont pas dit parce que ça fait pas bien de dire à ton coach que tu n'as pas envie de jouer un match, mais ils n'avaient pas envie parce que si tu te blesses sur ce match-là, bah, tu dois laisser ta place sur le match de Ligue des Champions. Donc, au final, mettre les 11 titulaires, ça a fait qu'ils n'avaient pas envie de jouer. Et ils ont fait le minimum et ça n'a pas suffi. Ils ont accéléré quand ils étaient menés, mais Boulka, vous l'avez dit, a été monstrueux. Donc au final, ça n'a pas suffi. Pour moi, c'est totalement anecdotique. Le PSG, pour moi, le PSG aurait réussi à tenir son invincibilité avec des joueurs qui jouent moins, qui auraient eu envie. Même si tu as un petit peu moins de qualité, il y a assez de qualité dans l'effectif du PSG. Ils ont déjà joué avec des joueurs du banc pour réussir à ne pas perdre contre Nice. Là, le fait de mettre les 11 titulaires, tu n'as aucun joueur qui avait envie d'aller au duel, qui avait envie de récupérer le ballon rapidement. Ils ont couru, mais ils ont couru dans le vide, pas dans l'impact, pas dans les duels. Euh, donc au final, bah, c'est logique parce que Nice a fait un bon match. On va en parler peut-être après avec Rennes, mais Francaise, lui, dans son idée, dans son schéma, sait travailler, il sait ce qu'il fait. Moi, c'est une idée que j'aime pas, mais il sait ce qu'il fait, Francaise. Il sait ce qu'il aligne, il connaît son schéma, il connaît ses forces, et ça convenait parfaitement à Nice de jouer plutôt bas et de faire mal dans le dos du PSG avec Sanson ou sur coup de pied arrêté comme le troisième but. Donc au final, Nice était dans son idée, ça a bien fonctionné et le PSG a jeté le match, a jeté 70 minutes en tout cas. C'est dommage pour l'invincibilité. Ça sera un objectif peut-être pour plus tard, mais le vrai objectif du PSG, il est pour tout le monde. Il est pour mardi. Les joueurs, ils savent que tout le monde va les regarder mardi. Ils en ont rien à foutre de ce match-là, entre guillemets. J'ai envie de dire, même avec tout le respect qu'il faut mettre, mais eux, ils attendent que mardi pour montrer que c'est des grands joueurs. Ils n'avaient pas envie de jouer ce match, tout simplement. Exactement. Bon, tu parlais de Rennes, je pense qu'on peut passer tranquillement sur ce Lyon-Rennes. Il y a 2 semaines, tu avais été assez critique, Manu, sur Habib Bey. Et bon, entre-temps, victoire 2-1 dans le derby face à Nantes. Puis, grosse défaite 4-1 face à Lyon. Qu'est-ce qu'on retient de ce Rennes d'Habib Bey finalement? Est-ce qu'on retient peut-être le fait qu'il les a mis quand même bien niveau maintien, même si on savait de base que Rennes n'allait pas descendre? Ou est-ce qu'on retient quand même que bah, les soucis rennais ne sont pas réglés? Toi, qu'est-ce que tu retiens toi, sur cette fin de saison d'Habib Bey à Rennes? Bah, moi, je vais le déglinguer en premier, comme ça, après, vous en direz du bien et ça fera l'équilibre. Mais non, moi, je trouve ça atroce. Contre Nantes, tu l'as dit, ils prennent 3 points, mais ils marquent le deuxième but quand Nantes prend un carton rouge. Sinon, ils n'y arrivent pas. À domicile, ils n'y arrivent pas contre En Nantes. plus, c'est un double Euh, but bizarre qu'ils mettent. oui, oui. Et puis, surtout, Nantes a pris un rouge à la 59e minute ou 58e. Donc, 57, ouais, sans ça, Marcus Coco. il n'y arrivait pas. Mais en fait, moi, je me demande, je disais, c'est le même, sur le papier, c'est le même schéma que Francaise. Mais Francaise, ça se voit ce qu'il fait. Depuis Lens, euh, Habib Bey, il a ce schéma sans aucune idée de pourquoi il met ce schéma. C'est-à-dire que face à des blocs bas, bah évidemment, sur le terrain, tu n'as que des joueurs de transition qui vont vite dans les espaces. Donc face à des blocs bas, bah, tu ne peux pas, toi, conserver le ballon et faire mal à des équipes qui sont regroupées. Il n'a pas réussi contre Nantes, par exemple. Et contre des équipes comme Lyon qui jouent haut, toi, c'est censé être ta volonté. Parce que l'équipe en face, elle joue haut, elle te laisse des espaces dans le dos pour tes joueurs de transition qui vont dans les espaces. Et ben là, tu en prends 4 défensivement et 3 en 45 minutes. Et si tu en prends 7 dans le match, c'est pareil. Mais là, là, il n'y a pas de diplôme, là. Là, c'est pas professionnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que tu trouves, un commentateur, c'est quelqu'un en dehors du circuit professionnel du football. Soit tu as Francaise, il a une assise défensive dans son schéma. Moi, ça me plaît pas parce que c'est plutôt bas, c'est des transitions, c'est pas un jeu avec ballon, mais il sait ce qu'il fait. Abibé, il ne sait pas ce qu'il fait. Son schéma, il ne sait pas pourquoi il le fait. Déjà, ça fait 3 fois qu'Aren, c'est le même, qui se tape le même schéma avec Julien Stéphan, avec Sampaoli, avec lui, et que ça ne fonctionne pas. Mais en plus, il ne sait pas pourquoi il met ce schéma. Au milieu de terrain, à Nice, tu as un joueur comme Buonanni qui est capable, même si tu prends l'équipe qui fonctionne le mieux comme ça, c'est l'Inter Milan, mais au milieu de terrain, tu as des joueurs qui alimentent en ballon. On en avait parlé, des Barella, des Çalhanoğlu, mais à Rennes, il n'y a personne. Il y a Seko Fofana, c'est un joueur qui prend l'espace. Tu as Djaoui Cissé, qui est un joueur qui est dans l'impact et qui peut se projeter à la limite. Ludovic Blas, il le met sur le banc, le seul joueur qui est capable d'utiliser le ballon.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est quoi? C'est Assignon et Truffert dans une défense à 5, t'es deux pistons qui sprintent dans les couloirs et qui animent ton système. Et devant, t'as Kalimundo tout seul et Altamari qui attendent des ballons qui ne viendront jamais. Et donc, toi, t'es censé vouloir jouer plutôt bas, pouvoir encaisser défensivement et contrer. Mais quand une équipe en face, elle a des joueurs comme Almada, comme Fofana, comme Cherki, comme Lacazette, comme Mikotadze, bah, tu peux en prendre 7. Ah ben, c'est très grave. C'est très grave. Nico, t'es plus Ouais, élogieux envers notre très ami Habib Bey ou non, je voudrais saluer l'offrande d'Almada qui a permis très voilà, belle passe de décisive. voir Maïté marquer un but, c'est gentil. Je Deux trouve buts qu'ils en deux sont quand matchs même hein, pour sympas, ces Lyonnais. Mohamed de Maïté. Hein. Deux buts Je en deux trouve que matchs. c'est quand même gentil d'offrir un but comme ça, c'est pas souvent. Faut le reconnaître. Ils ont été fair play. Donc, non, mais qu'est-ce que tu veux que je dise sur Rennes? Manu a tout dit. À un moment donné, qu'est-ce que. Oui, 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 il a réussi à prendre des points contre des équipes qui sont moins armées. Hmm. Oui, certes. Mais à la base, Rennes, on les attend pas à ce niveau-là, quoi. On les attend un peu plus haut. Parce qu'il y a eu des investissements, quoi, à la base, dans tout ça. Donc, si c'est pour essayer de changer de coach comme de chemise en se disant, ben, ça va passer, à un moment donné, il faut un projet sportif. Hein? Ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, peut-être, amis Marseillais? Et d'ailleurs, juste, je te coupe, j'ai une petite stat sur Rennes, c'est que sur les 25 derniers matchs, zéro match nul. Ouais, c'est la petite stat que je vous donne comme ça. 25 matchs, zéro match nul. Que des défaites ou des victoires. Ouais. Et combien de La, victoires? la- la- la victoire parlante, elle est contre le Havre, les 5 buts. Mais le Havre avait mal défendu. Ok, c'est bien de le faire. Mais il n'y a aucun match depuis l'arrivée d'Habib Bey où c'est satisfaisant. Aucun. Alors oui, c'est-à-dire que c'était pas possible de faire pire avant avec Sampaoli, ok. Sampaoli, en plus, les joueurs l'ont pas aimé, ça a pas matché, ok. Maintenir Rennes, encore une fois, je le redis, je pense que tu mets une personne en situation de handicap malvoyant, il peut maintenir Rennes. Mais après, c'est pas ça qu'on demande à Rennes. C'est qu'à Marseille, on est exigeant avec. J'ai été exigeant avec De Zerbi. Mais au moins, il savait pourquoi il changeait de schéma. Il sait pourquoi il est passé à 3 dans l'axe derrière, etc. Je suis sûr que tu demandes à Bibé, il ne sait pas pourquoi il fait des trucs. Il ne sait pas pourquoi il garde ce schéma à 5 derrière. Il ne sait pas pourquoi au milieu de terrain, il n'a pas un seul joueur capable de conserver le ballon et qui met Ludovic Blas sur le banc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis outré. Et Ouais, d'ailleurs, Rennes est Manu, officiellement maintenu. Hein. ouais, Rennes mais sera en Ligue Manu, 1 la saison prochaine. moi, je vais un petit peu, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Moi, je l'ai vu le match contre Lyon. Et effectivement, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Je suis le premier à te le dire. Mais je pense que Rennes, très sincèrement, ils se sont tellement retrouvés très bas avec le fait de Sampaoli qu'ils ont essayé de se dire saison finie pour finir, on va se maintenir, on va essayer de surtout ne pas se faire peur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Rennes est officiellement maintenu. Bay, les dirigeants rennais, ils ont fait un contrat de 6 mois plus renouvelable de 1 an. Donc, c'est qu'il y a quand même derrière ça des interrogations sur le travail de l'entraîneur. Moi, très sincèrement, je n'ai pas envie de le tuer. Je n'ai pas envie de le tuer parce que c'est un jeune entraîneur. Bon, on sait que c'était quand même un bon footballeur à l'époque. Mais je veux dire, voilà, il est là. Il a quand même apporté des belles choses. Moi, quand tu me dis que Rennes, tu n'as jamais vu Rennes maîtriser son match, faire un bon match, moi, oui, je l'ai vu. Tu sais où? À Saint-Etienne. Ils ont gagné 2-1 ou un peu plus. Bon, après, Saint-Etienne est peut-être beaucoup plus faible, effectivement, que Rennes. Ça, il n'y a aucun souci. Mais j'avais dit, bon, il avait fait quelque chose. Moi, très sincèrement, je vais te dire un truc. Tu sais, c'est quoi qui m'a le plus marqué entre Rennes, de tout le travail rennais et des joueurs que j'ai envie de te dire qui m'ont. Je suis devant ma télé, je dis, mais c'est pas possible. Moi, c'est de voir un mec comme Seko Fofana, le joueur que c'était à Lens. Il est parti en Arabie Saoudite, il est revenu, les gars. J'ai l'impression qu'il ne sait plus jouer au football. Mais vraiment. Moi, je parlais avec des collègues avec qui on regardait le match en parallèle, on s'envoyait des textos. Mais les gars, mais oh, qu'est-ce qu'il a fait, Fofana? Franchement, tous les mauvais choix, il les a fait. Mauvaise passe, déchet technique. Alors, d'accord, il est peut-être arrivé avec un problème physique. D'accord, je veux l'entendre. Le gars, il est trentenaire, il commence à être peut-être un peu plus vieillissant. Mais les gars, si déjà
on n'arrive pas, on a du déchet technique. À un moment donné, c'est pas Abibay qui est sur le terrain. Mhm. Moi, Abibay, quand on le voit péter un plomb sur le deuxième but lyonnais parce qu'il y a une erreur, il y a une grosse erreur de défense, moi, franchement, je suis d'accord. Alors oui, après, l'entraîneur, c'est l'entraîneur de Gomé, mais on ne peut pas toujours dire que c'est Abibay. Donc voilà, c'est pour ça. Moi, je reste quand même Rennes, j'ai envie de vous dire, franchement, c'est logique. Vu la saison qu'ils nous ont fait, mais c'est logique, c'est à leur place. Après, ben, si l'année prochaine, ils veulent remonter avec les investissements qu'ils ont fait, parce que je vous rappelle que Fofana, c'est 750 000 euros brut l'année, enfin le mois. Samba, pareil, on en parle de Samba. Samba, Ah qu'est-ce oui. qu'il a fait? Samba, moi, franchement, je ne le trouve pas. C'est plus le Samba de Lens. 600 000 euros par mois, les gars, franchement, Rennes est en train de faire quelque chose, une catastrophe. L'année prochaine, ils n'ont pas de Coupe d'Europe, bon, comme cette année. Ils surpayent les joueurs. Enfin, si ça continue comme ça, Rennes, on va les retrouver en Ligue 2 dans 2-3 ans. Si ce n'est pas l'année Là, prochaine. là où tu as raison, c'est que c'est son premier poste en Ligue 1 et que c'est pas sur l'avenir dont je parle, c'est sur le contenu actuel. Là, tu as Bien raison. sûr, S'il j'entends. faut lui laisser une saison, très bien. Moi, j'essaie, et tu l'as dit aussi, de pointer les vrais problèmes. Et il a quand même, et ce qui m'énerve, moi, c'est qu'il a quand même des solutions concrètes. Quand tu te prives au milieu de terrain d'un joueur comme Ludovic Blas, c'est C'est vrai. incompréhensible parce que c'est le seul joueur qui est capable d'utiliser le ballon, de trouver Kalimundo devant que personne n'arrive à trouver. Parce que Kalimundo, c'est un joueur d'espace, de transition, comme El Tamari d'ailleurs, et que derrière eux, personne ne les trouve. Et tu as un joueur comme Ludovic Blas qui est capable de faire ça. Tu as un joueur comme Jordan James aussi qui est pas assez utilisé, qui peut entrer dans ce milieu de terrain et apporter cette capacité à utiliser le ballon. Tu peux enlever un défenseur central et rajouter un milieu de terrain. Tu peux l'essayer, puisque de toute façon, en ce moment, ça ne va pas. Moi, c'est ça que je lui reproche un peu, c'est d'être buté sur son idée, sur son approche, et de ne pas voir que ce n'est pas bon. Mais dans l'idée de lui laisser une saison, pourquoi pas? Le problème, c'est que ça peut aussi foutre ta saison en l'air, parce que si tu la démarres mal et que tu es encore comme cette année à la 15e place au bout de 3 mois, bah après ta saison elle est quasiment foutue, quoi. Donc c'est une question. Là-dessus, je ne sais pas. Euh, Moi, je vois des vrais problèmes. Est-ce qu'il peut les résoudre? Bah, j'attends de voir. Voilà. C'était peut-être trop dur, je ne veux pas le descendre. Tu as été plus juste que moi, Romain. Mais à un moment, c'est quand même la Ligue 1, c'est quand même un club qui, tu l'as dit, qui a mis beaucoup d'argent. À un moment, il faut aussi qu'on voit des choses. Là, aujourd'hui, j'ai du mal. Donc j'attends de voir. J'attends sur la fin de saison, c'est ce que je voulais. Pour l'instant, je n'arrive pas à voir où va Rennes. Ok, bon, merci les gars pour votre analyse sur la situation chaotique de ce qui se passe à Rennes. Maintenant, on peut peut-être parler un peu plus de Lyon. Lyon qui réalise une assez bonne fin de saison, mais qui a quand même une fin de saison assez compliquée. Ils reçoivent Lens, se déplacent à Monaco, puis reçoivent Angers. Est-ce que Lyon, top 4, on peut y croire? Vas-y Manu. Juste, après, je vous laisse. La raison qui il dit, c'est surtout leurs pistons à Rennes, Truffert et Assignon qui agissent. Mais là, il s'était bloqué. Mais c'est exactement ce qu'on a dit. C'est-à-dire que si tu enlèves les apports de Truffert à gauche et Assignon à droite comme piston, tu n'as plus rien. Et le problème, c'est que tu comptes sur tes deux latéraux, parce qu'à la base, ce sont deux latéraux, c'est pas deux ailiers, Truffert et Assignon. Assignon, pourquoi pas, mais c'est deux latéraux. Tu comptes sur l'apport de tes deux latéraux pour animer tout ton schéma. Si tu n'as plus ça, parce qu'à Lyon, il y a un ailier et un latéral, et donc ils sont à deux sur ton piston, eh ben, tu n'as plus rien. Voilà. Mm. Et tu peux pas passer dans l'axe parce que tu n'as personne pour le faire. Exactement. Exactement. Mais du coup, on va revenir à la question que je vais te poser. Est-ce que Lyon, top 4, on peut y croire? Après cette belle victoire face à Rennes, Ah, vas-y Romain. vas-y, Romain. Moi, je pense que Lyon n'est pas enterré vraiment. Lyon n'est pas enterré vraiment. Ils ont enfin retrouvé Matic. Alors, on parlait des choix d'Abibay avec notre cher Manu. Moi, j'ai envie de parler des choix de Mister Fonseca. Fonseca. Fonseca, très sincèrement, je trouve qu'il a bouffé la grenouille quelques matchs avec Akwaku. Et quand il y a un type comme Matic qui a 37 ou 38 ans bientôt, il arrive à te sortir des matchs, je ne te dis pas XXL, mais contre Rennes, il a fait son match. Comment tu peux te passer d'un mec comme ça à Manchester, face à son ancien club, à si bien aller qu'au retour? Comment tu fais pour te passer d'un mec comme ça contre Saint-Etienne? Moi, je pense que Lyon a totalement les cartes en main pour pouvoir bien finir sa saison. Alors, effectivement, ça va passer par une victoire la semaine prochaine. Il joue qui d'ailleurs? Il joue pas à Reims? De quoi Lyon? Ouais. Je sais qu'il faut un Non, Monaco. ils reçoivent Lens. Et après, ils se déplacent à Monaco et ils reçoivent le SCO en fin de saison. Lens, ils vont gagner. La vraie finale pour eux, ça sera à Monaco. Ils n'ont pas perdu aussi. Il ne faut quand même pas se le dire. Non, moi, je pense que honnêtement, si Lyon a perdu quelques plumes en route, honnêtement, je pense que c'est les choix du coach qui peuvent porter quand même à confusion. Donc,
On retrouve un garçon comme Fofana qui met un but d'ailleurs magnifique contre Rennes. Vraiment, je pense que ce garçon-là, franchement, c'est le maître sur le banc de touche. C'est juste pas professionnel de la part de l'entraîneur. Je trouve que ce garçon, je le trouve même meilleur que Cherki. Voilà, Cherki, là où il est un peu plus pour faire la photo, faire le geste et tout. L'autre, il est plus chirurgical. Il aime provoquer. Il est décisif. S'il donne pas une passe de but, c'est lui qui marque, c'est lui qui détonne, qui ouvre le score. Non, voilà, moi je pense que Lyon est dépendant de ce garçon-là, avec Almada aussi, qui fait quand même, bon, il fait certes une belle bourde contre Rennes, mais il fait quand même une belle rencontre. Tu as des soldats comme Tagliafico, qui est vieillissant certes, mais qui fait quand même le job. Non, très sincèrement, vous verrez, Lyon sera en course jusqu'à la fin, et moi, ça ne m'étonnerait pas que Lyon passe devant Monaco en fin de saison. J'espère me tromper vraiment pour Monaco et pour Manu, et du fond du cœur. Et puis j'ai même plus envie que Monaco finisse dans les 4 premiers que Lyon. Mais Lyon a vraiment les cartes en main et a le niveau pour pouvoir terminer. Après, il y a quand même aussi un truc que je voulais dire, et ça, c'est peut-être mon côté supporter de l'OM qui ressort. On me parle d'un Tolisso qui a une entorse du genou contre Saint-Étienne. Mais il a eu quoi? Il a eu une micro-entorse, parce que normalement, une petite entorse, c'est minimum 15 jours. Il a couru comme un lapin. Donc, est-ce qu'on n'essaye pas de nous endoffer avec des fausses informations, des ci, des là? Parce que là, franchement, les gars, moi, quand je l'ai vu dans le groupe titulaire, et en plus, je crois qu'il a marqué, même Tolisso, non? Oui, c'est ça. Oui, il a marqué. Il a marqué. Et il met le 3e, d'ailleurs, je crois. Hein. Non, mais quand même, je veux dire, voilà, on se fout de qui? Donc, rien que pour ça, j'aimerais qu'ils finissent derrière les 4e, mais je pense qu'ils finiront dans les 4 premiers. On Mais d'ailleurs, n'a pas fait d'émission, mais ouais. le derby entre Lyon et Saint-Étienne, pour moi, il y aurait dû y avoir carton rouge. Oh, mais ça, je pense Mais- que c'est pour tout le monde, oui. Hein. oui, Je pense qu'il n'y a oui. Sauf qu'il n'y a pas. pas eu carton rouge. Mais bon, Oui, c'est bref. ça. Je suis d'accord. Alors désolé, je voulais pas relancer l'arbitrage. Désolé. Les erreurs d'arbitrage. Hier, Jonathan Rowe qui part seul, qui doit avoir un penalty, on te siffle Un pas hors-jeu qui est en jeu. à la limite. Les À gars, la limite. à part, ça fait déjà 2 fois qu'elle nous le fait. Hein. Elle nous l'avait fait il y a 2 ou 3 ans avec Ah, Sampaoli. mais elle est pas à la VAR, elle est pas à la VAR, t'es dur. Mais franchement, non, mais le pire, c'est qu'elle a pris la décision de suite. C'est ça qui m'a un peu, tu vois. Parce que le juge de touche, il lève son drapeau. Oui, mais tu dois appeler la VAR, c'est de suite. Tu vois, c'est les gars, moi, franchement, t'as un penalty, tu le marques, ça te fait un 5e but, ça te fait un plus 4 goal average encore. Tu mets encore un plus 1. Tu vois Bien ce que je veux sûr, dire? non mais bien sûr. Ouais, mais bon, c'est minime parce que l'OM gagne. C'est sûr que c'est peut-être faire un truc. C'est vrai que le rouge de Tolisso, fait de Stassin, était. Là, ça a été pour le coup un match qui a totalement tourné. Ouais, et puis qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ça tombe toujours sur Rowe, je comprends pas quoi. À un moment donné, il a un problème avec lui, je sais pas. Le penalty, quand il y a Rowe, c'est pas possible. On lui donne pas. Sur le but de Gouiri, oui, le 3e but de Gouiri, mais le 4e de l'OM, déjà, il siffle en jeu alors que c'est la VAR qui valide le but. Oui, oui, tout à fait. Ah, il n'est pas en jeu en plus. C'est vraiment bien pas en jeu. Il y a bien un mètre. Ouais, non mais Mais il parle bien. Aïdara, il couvre. Désolé, Ilan, on a un peu Non, pas de digressé. souci. Et d'ailleurs, j'ai une grosse info pour vous, on s'y attendait pas. Mais voilà, ça a tombé, Montpellier est relégué en Ligue 2 BKT. Voilà. On s'y attendait pas, tellement pas. C'est un peu comme Oh, le mais Non, titre de Liverpool ou du PSG, quoi. Genre, c'était pas alors là, officiel, ouais. mais on le sait depuis novembre. moi, là, c'est juste Allez. une petite dédicace pour Manu. Manu, tu te rends compte que dans les 16 points de Montpellier cette année, il y en a 3 qui ont été pris contre Monaco. La sono, la sono. Exactement ce qu'on disait. C'est les résultats en dents de scie. C'est une équipe qui n'est pas capable sur la saison de mettre ce qu'il faut pour être tranquillement deuxième. L'année dernière, ils sont deuxième parce qu'ils font une belle fin de saison. Cette saison, c'est en dents de scie. Et même s'ils font 3 bons matchs, bah, ça sera à l'arrache. Donc au final, c'est pas une équipe constante et c'est une équipe qui n'a pas l'envie, qui n'a pas la pression que peuvent avoir les autres clubs. Marseille, ça peut être un défaut, mais c'est aussi une qualité. Parce que là, tout le monde est concentré, tout le monde est. Quand ça déborde pas, ça que je veux dire, parfois ça déborde la pression. Mais quand c'est bien, bah c'est un atout. Et Monaco, il n'y en a pas. Ça manque de ça, c'est vrai. Les gars, je peux Moi, vous je poser voudrais. une Vas-y, question vas-y, Romain. et après, je vous embête pas. Votre pronostic pour Lille-OM. Toi, Manu. Un partout. Moi, je penche plutôt vers l'OM. Honnêtement, ce que j'ai vu hier,
ça, ça me fait dire qu'il va remettre ses atouts offensifs en avant. Et je trouve que l'OM a vraiment de quoi faire mal offensivement. Même si Lille va marquer, moi je suis confiant pour l'OM. Je pense que l'OM va partir avec un résultat, soit match nul, soit victoire, mais je penche pour l'OM, moi perso. Dylan, Un petit 2 à Marseille, je pense. Et toi? 2-2. Un match à but. 2-2 Ok. ou 3-3. Allez, 4-4. Ah, On va parler de Lille d'ailleurs, c'est prévu ou pas? Ouais, carrément, tu voulais parler du LOSC, victoire 2-0 face à Angers, avec Bafo Diakité, du coup, qui prend un carton rouge, mais était déjà suspendu pour le match Ouais, face à parce que Nico en Marseille. parlait. Il parlait du changement de schéma. Moi, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, moi, je l'avais dit à Lyon. À Lyon, moi, je leur avais dit, mais quand vous avez Almada, Cherki, Lacazette, Mikotadze, ça vient à l'idée de personne de les aligner ensemble. C'est pas interdit. Hein. Personne va te fouetter parce que tu mets tes joueurs sur le terrain. Hein. Tu vas pas perdre des points. À la limite, tu peux encaisser un ou deux buts, mais c'est tout ce qui peut t'arriver. Et ils l'ont fait et ça avait fonctionné à Lyon. Et je l'avais dit, pour Lille, il y a un équivalent, c'est de mettre Fernandez Pardo, Haraldson, Akpom et David. Et c'est ce que fait Lille depuis 2 matchs. Avant, il ne marquait plus, mais vous vous rendez compte la différence entre ça, Fernandez Pardo, Haraldson, Akpom, David, la différence entre ça et Mouko numéro 10 et Mitchell Baker ailier droit. Donc vous vous rendez compte l'écart qu'il y a entre les deux trucs quand même. Et comme par hasard, Lille marque 5 buts, Joe David remarque des buts. À un moment, il n'y a pas de miracle. Donc c'est logique aussi que Lille reprenne des points. Ça peut faire mal offensivement, ça fait mal offensivement, mais comme c'est pas non plus très travaillé, tu vois, c'est un truc que tu installes comme ça sur le papier, c'est pas forcément une volonté qui est réfléchie, tu vois, qui est longue, qui est travaillée, bah, face à l'OM, ça va te poser des problèmes. Donc je sais pas s'il va refaire ça, mais je vois quand même l'OM devant. Ok, les amis, est-ce que quelqu'un veut dire peut-être un dernier petit mot? Il y a quelques matchs sur lesquels on n'a peut-être pas eu le temps de revenir. Bon, après, je pense Ouais, quand qu'on même, moi, a... je veux dire un petit truc. Vas-y, Nico, t'as Je, 3 minutes. je vais mettre un 3, mais 3. 30 secondes, ça suffit. Un petit son pour le MHSC. Voilà. Exactement, je pense que c'est un son qui résume assez bien la saison des Montpellier. Bon, je ouais, mais pense qu'on... tiens, il va faire le 0-0 là-bas. Quand même. Reste, ils ont besoin de points, ils ne font pas le plein de points contre Montpellier. Et, bon, ils sont pas. Attends, et ils jouent qui, Reims? Je crois qu'ils ont un ou deux matchs Mario, là, les Rémois. Attends, je vais te dire ça de suite. Reims se Lille. déplace à Nice, reçoit Saint-Etienne et se déplace à Lille. Et puis après, il y a la finale de Coupe de France face au PSG. Moi, franchement, pour moi, si on peut en parler 2 secondes, Reims, ils ont 32 points, certes, c'est vrai. Le Havre, ils ont combien, le Havre? Ils ont Pour aller dans 30. le sens de Romain, Reims, en Coupe de France, c'est l'équipe qui élimine Monaco, le finaliste. Donc c'est pour aller dans le sens de Romain en Coupe de France. Alors là, vraiment, cette année, c'est vrai, tu as raison, au tir au but. C'est vrai, effectivement. Et ouais, Romain, tu Non, me mais demandais le calendrier du HAC. Alors, il se déplace à Auxerre, reçoivent Marseille, puis se déplace à Strasbourg. Oh, Grosse fin de saison pour les ouais, Havrais. ben, tu verras oh, qu'ils vont aller gagner à Auxerre. Ah ouais, tu penses? ouais, Ouais, Auxerre qui a tu gagné verras. d'ailleurs 4-0 c'est face à Lens. c'est possible, On n'a pas mais parlé, mais Auxerre n'aime Ouais, pas les blocs bas. voilà. Mais bon. euh, ouais, ben, le Havre, de toute façon, oui, je crois que c'est ceux qui ont le pire. Hein. Le pire mais le Havre, ils peuvent même t'accrocher à l'OM. Hein. C'est des équipes qui vont jouer dos au mur. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut chercher le maximum de points. Le point qu'ils prennent contre Monaco, et encore en fin de match, ils ont bouffé la feuille de match. Hein. Je trouve les Havrais, ils auraient pu. Hein. Ils auraient pu le mettre, le contre-assassin. Hein. Mais Ouais. moi, je vous dis honnêtement, c'est pas d'attente. Hein. S'ils prennent 4 points, les Havrais, ça peut être aussi jouable. Donc bon, il y a un Saint-Etienne-Reims qui s'annoncera assez mouvementé pour aussi le barrage, plus ou moins. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire, mais cette fin de saison va s'annoncer. Qui c'est qui va enflammé. être. Ouais, ouais, dans le bas tableau, moi, franchement, je mettrais une pièce sur les Rémois. Hum. Ouais, c'est vrai que Reims, c'est une équipe qui, personnellement, est surpris parce que quand on voit cet effectif-là, tu ne vas plus jouer la huitième, neuvième place que la 16e, 14e, quoi. À gagner à Montpellier, bon, quand même, tu fais un 0-0 en plus. C'est ça, tu mets pas une, quoi. C'est ça qui fait peur. Bon, après, Franchement, écoute, c'est limité, hein. Waouh. compé. C'est ultra limité quand
Quand c'est Yehvan Diouf qui doit faire des parades pour que tu gagnes, ouf. Et puis vas-y que je balance des ballons à Ito, et Nakamura et démerdez-vous les mecs. Et d'ailleurs, Diouf, Genre, j'en parlerai tous les week-ends, toutes les semaines s'il faut, mais qu'est-ce que j'aime ce gardien. ah, il est bon, Mais, hein. mais t'as raison sur Diouf, hein, t'as raison, Elad. Mais si Samba Diawara, le coach de Reims, avait construit le mur de Berlin ne serait pas tombé. C'est Reims plus bas que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une équipe qui défend aussi bas que Reims. À bout d'un moment, tu peux pas espérer grand-chose. Contre l'OM, c'est parce que l'OM donne les buts. Mais sinon, ça peut pas marquer. Ça peut pas marquer, Reims. C'est vraiment, il a une approche où ils sont tous devant Diouf. Bon, c'est un mur, quoi. À partir de là, qu'est-ce que tu veux? C'est l'opération, c'est la bagarre maintien. Bon, bah, très bien. Mais ça suffit pas, honnêtement. Reims, Le Havre a beaucoup plus d'idées aujourd'hui. Tant que tu parlais de Keshta, tu parlais du changement de schéma. Il y a des atouts, on l'a vu. Ils ont été capables de marquer contre Monaco. Ils ont marqué 4 buts dans plusieurs matchs. Reims, ils peuvent pas. Ils sont à 10 devant Diouf. Et Diouf qui essaye de sortir des trucs avec 10 joueurs à lui devant lui en plus où il voit rien. ouais. C'est compliqué. Ah, puis enfin, pour discuter avec un gars qui va au stade, ça se frite bien comme il faut entre Caillot et les supporters. Oui. Mais waouh, c'est chaud, hein. C'est vraiment très chaud. Donc J'ai si un en collègue plus de ça moi. commence à partir dans. Apparemment, le Vas-y, vas-y. club est en vente. Apparemment, le Caillot serait sur le point. Il serait demandeur pour liquider le club. Au début, on Lambière. sur son fils, parce qu'apparemment, son fils est dans le business aussi. Nommer son fils, mais apparemment, non, son fils est encore trop jeune. Et la meilleure solution pour les Rémois, c'est de vraiment partir. Et apparemment, ils disent que, effectivement, 10 supporters et Caillot, ça ne va pas du tout. Et normalement, fin de saison, Jambière, notre cher Jambière, il Ah devrait ouais, la main. je quitte cet appel, Jean-Pierre. Ah, je te Ok, jure. bah merci les amis, on va pouvoir fermer cette page Ligue 1, parler de Reims. Reims qui est en finale de Coupe de France. Mais en attendant la finale de Coupe de France, on a eu la finale de la Copa del Rey entre le Barça et le Real de Madrid. Victoire 3-2 du FC Barcelone, un match à enjeu d'un côté pour la victoire du trophée, d'un autre côté aussi pour toutes les tromperies arbitrales qu'il y a pu avoir avant ce match. Romain, victoire du Barça, logique selon toi? Ben oui, c'est logique. Et encore, il y a eu des belles petites erreurs d'arbitrage en faveur madrilène, parce que sinon le score aurait pu être bien plus lourd. Je pense que Même Tchouaméni deux n'aurait pénaux. peut-être pas dû finir le match, mais bon, allez. Un Deux gros pénaux oubliés. pénalty de Rudiger. Non, les gars, clairement, je pense que le meilleur a gagné. Et je pense que sur l'ensemble du match et même de la saison, le Barça est clairement au-dessus. À chaque fois que le Barça a joué contre le Real cette année, ça s'est limite transformé en Entraînement. pugilat. Ah ouais, ouais, donc bon, très sincèrement, moi je les avais mis en sec. Je pensais pas que ça allait aller aux prolongations, je vous dis honnêtement. Mais bon, après, on connaît le Real quand même, c'est quand même pas non plus des mauvais joueurs. Mais bon, je pensais que ça allait se finir en 90 minutes. Il y a eu un peu plus de rable, tant mieux pour les téléspectateurs et ceux qui ont suivi ce match. Mais voilà, je le dis, je le répète, le Barça mérite et je suis content pour le Barça. Et puis je me dis peut-être qu'ils vont gagner ce trophée-là cette année et peut-être que l'Inter pourra les sortir en demi. Voilà, au moins, mon petit côté. Non. Tu y tiens à ton Inter, hein? Oh Oui, purée. Oh, oh. non, mais bon, voilà, pour être un peu plus sérieux, non, vraiment, le Barça, cette année, c'est high level. Vraiment, beau boulot de flic. Vraiment extraordinaire. Ouais, d'ailleurs, Ouais. on parle du Et- match, etc., mais aussi le comportement de Rudiger, et Kibal fait bien de nous rappeler dans le chat que forcément, ça n'a rien à faire sur un terrain de football, de jeter des projectiles tels qu'ils soient sur l'arbitre, et ça montre encore une fois tout l'engouement négatif qu'il y avait autour de ce match, quoi. Oh oui, tu m'étonnes. Mais Vas-y, moi, Nico, on j'aimerais bien t'écoute faire sur une le match, vas-y. analogie. Une analogie entre un certain club de Ligue 1 et un petit. Non, regarde-moi, corruption! Voilà. Tout couloupt. Et te corrupte! Non, mais ils étaient à 12 sur le terrain madrilène. Sérieux? Bah d'ailleurs, il y a eu 4 C'est pas rouges qui ont possible. été donnés, hein. C'est pas possible. Non, mais déjà, Tchouaméni, c'est rouge. Les deux pénaltys oubliés,
Alors, il n'y a pas de VAR pour les 2 pénaltys, mais par contre, quand c'est sifflé, pour, le Barça, il y a la VAR, elle marche. Bref, que veux-tu dire? C'est incroyable cette histoire et bah, sinon, oui, sinon le Barça, il gagne largement ce match, il y a pas besoin d'aller en prolongation, hein. Mais bon, faut croire qu'ils avaient besoin de spectacle donc ouais. Surtout avec le pataquès qu'il y a eu du côté de Florentino Mm. et ce qui a fait que, ça a gambergé, du côté de l'arbitrage et ça nous a donné ce match-là et bah, faut quand même avouer que, la rentrée de Kylian a un peu secoué le cocotier, notamment parce qu'il a enfin mis un but sur coup de pied arrêté. Bravo Kylian, bravo, je m'applaudis. Oh là là. Putain, ça faisait tellement longtemps là, on a perdu un compte X à cause de ça. Un Mm. fameux compte X à cause du fait qu'il ait marqué son coup franc. Mais bon, bravo Kylian pour ce coup franc. Pas bravo à Tech parce que son mur c'est n'importe quoi. Mais bon, ça c'est autre chose. Et puis ouais, après ils se sont fait surprendre parce que c'est aussi friable côté Barça, hein, voilà, on l'a vu, hein, ils sont capables de prendre des buts, même face à un faible Real. Et encore, c'est pas le pire match du Euh, Real, hein. non, non, justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a des joueurs qu'on peut citer, notamment Bellingham qui a jamais lâché. Il grattait pas mal de ballons, il a jamais lâché. Et bon, parfois il était un peu sur le fil du rasoir, le Bellingham, mais en tout cas, il était volontaire. Et donc, j'ai été un peu déçu aussi de Courtois parce qu'il fait une sortie. Waouh! J'ai pas compris. Pour le coup, là, Ah, il peut-être a pas son meilleur absolument pas match, hein. besoin. Ouais, il a absolument pas besoin de prendre de vitesse son défenseur qui normalement peut couvrir. Donc là-dessus, j'ai pas compris pourquoi il est sorti. Et tant mieux pour le Barça parce que sinon, si c'est le Real qui avait gagné, mon Dieu, je sais pas ce que ça aurait créé comme climat, ouais, ça aurait été compliqué. Non, c'est vrai que tu Et, soulignes. Vas-y. non, 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 vas-y, vas-y, je t'en prie. Là, j'allais dire qu'en plus, c'est vrai qu'on l'a souligné au début, mais après toute la pression qu'il y a eu envers l'arbitre, voilà, il y a eu quand même les 2 pénaltys qui n'ont pas été donnés, c'est quand même assez gentil. Tchouaméni qui doit prendre le rouge, tout ça, tout ça. Bah, c'est vrai que si en plus, avec tout ça, le Real aurait gagné, je pense que là, on aurait eu une tempête médiatique, peut-être l'une des plus grosses après un match de football, quoi. Ah oui, je pense que là, ça aurait fait tous les tabloïds dans le monde entier d'ailleurs. Mm. Parce qu'il y en a eu hein, des spectateurs pour ce match, hein. Mm. Des téléspectateurs. Je sais pas si on a vraiment le score, mais à mon avis, Tu peux essayer ça de a te le fait chercher. de l'audience. Ouais. Manu, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense que le foot est trop facile pour Flick. Euh, c'est c'est incroyable, je trouve ça incroyable la manière dont personne n'a besoin de lui dire ce qu'il faut faire. C'est un des seuls où tout ce qu'il fait, déjà, ça prend des résultats, mais surtout, c'est d'une logique totale. Au-delà de ça, il arrive à élever le niveau des individualités comme peu de gens y arriveraient. C'est-à-dire que le foot est tellement facile pour lui que limite, tu es obligé de ne pas siffler 2 pénaltys pour lui parce que sinon, ça fait encore 5-2. Je suis bluffé par le niveau qu'il arrive à mettre à ses équipes en si peu de temps, toujours dans la même approche tactique. Moi, j'avais des doutes sur plusieurs joueurs. Au final, c'est limite les meilleurs joueurs du Barça cette année. Euh, Quand tu vois que c'est Koundé qui met le but décisif, alors que c'est pas un latéral de base, mais le joueur qui en a fait cette saison, bah, c'est monstrueux. Le joueur que Rafinha est devenu comme ailier gauche, c'est monstrueux. Bon, tu me diras, mettre Pedri ailier gauche, normalement, c'est une peine de prison pour Xavi. Mais le niveau qu'il a fait atteindre à Rafinha, Flick, bah, c'est monstrueux. Le niveau de Ferran Torres, il a réussi à le rendre monstrueux. Toujours dans la même approche. Même si Olmo est blessé, il garde la même approche avec un joueur plus haut dans les 3 milieux de terrain. C'est ultra fort. C'est ultra fort. C'est peut-être ce qui se fait de mieux pour moi. Mais c'est déjà ce qui se faisait de mieux pardon, au Bayern Munich quand il était là-bas. Il a une. On dirait pas, on dirait que c'est un truc un peu de sagouin avec des gros sabots, mais il a une précision dans ce qu'il fait
c'est très très fort. Hein. Et en face, tu as une équipe du Real qui n'a quasiment aucun acquis, qui se repose sur ses individualités, sur le coup franc de Mbappé, tu l'as dit. Bah, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et le score, il doit être plus large, vous l'avez dit, sur l'arbitrage, je vais pas revenir dessus. Le Real, en fait, est tellement dépassé qu'ils font n'importe quoi maintenant avec l'arbitrage aussi. Les images en fin de match, ça sert à rien de revenir dessus, c'est lamentable. Mais c'est pas tellement ça, moi, qui m'a gêné. C'est ce qui a été dit en avant-match. Et en fait, tu sens que le Real est tellement dépassé par l'avance du Barça cette saison qu'ils sont obligés de faire ça pour essayer. Toi, en fait, tu dis, quand il n'y arrive pas, tu te dis, bah, je vais tuer le match. Je vais tuer le match. Le match va partir en vrille. Et en fait, c'est ce que cherche le Real, tout simplement parce que dans les certitudes de jeu, le Barça de Flick est 10 fois devant. Et moi, je suis impressionné par ça. Je me demande si c'est pas le meilleur coach du monde, honnêtement. Ça restera Guardiola pour moi parce que Guardiola, il a révolutionné le foot et moi, c'est celui qui m'a fait comprendre le foot. Mais aujourd'hui, dans la précision, Guardiola a eu des problèmes cette saison, mais dans la précision et dans la lucidité d'analyse aujourd'hui, Flick, c'est trop fort. Exactement. Toi, Romain, t'en as pensé quoi de ce match, si t'as pu le voir? Ah, On t'es n'entend pas ton mute. micro, Romain. Bah alors, tu t'es mute? C'est pas, de toute façon, le temps qui règle ce petit souci. On avait déjà parlé de Liga. Il y a aussi Ah, ça y ce... est. Ah bah voilà, vas-y, Romain, on t'écoute. Non, mais je l'ai vu, comme je vous ai dit, pour moi, c'était logique, quoi. Hein. Ce qui s'est En fait, passé dans le Real. c'est le premier à avoir parlé, Ilan, hein, sur le match. Ouais, Ouais. j'ai des petits problèmes T'as de oublié mémoire en peut-être, ce mais... moment. Il est trop Et on fort. ne parle pas. Non, mais du coup, le Barça qui est bien parti pour le triplé, c'est vrai qu'en plus, ils ont un peu de chance entre guillemets, c'est que Pavard est sorti sur blessure cette semaine, enfin ce week-end plutôt. Donc, bah, il y aura peut-être une petite brèche du côté de l'Inter, mais ça, de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission dans notre rubrique Ligue des Champions. En parlant de L'Inter, ils ont un champions, coup sur la tête, hein. c'est vrai. En parlant de champions, Liverpool, officiellement champion également, victoire 5-1 face à Tottenham. Voilà, c'est un peu comme on avait dit tout à l'heure avec Montpellier qui était relégué. C'est un truc qui était sûr, c'est officiel. Voilà, Jürgen Klopp est officiellement remplacé par Arno Slot. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que quelqu'un a peut-être vu ce Liverpool-Tottenham? Non, j'ai pas Moi, je l'ai vu. vu. Alors, je l'ai vu un petit peu avec des collègues. On a mis en fond. On a vu les buts. Ouais, qu'est-ce qu'on peut dire de Liverpool? Liverpool, c'est toujours. C'est cette année, c'est mérité. De toute façon, ils ont fait leur cavalier seul assez rapidement. Donc, bon, ils ont eu un petit passage à vide qui leur a peut-être valu la Ligue des Champions, peut-être, cette année. Mais non, je pense qu'ils méritent leur sacre. Hier, moi, je me suis régalé. On a retrouvé un Momo Salah. On a retrouvé une équipe qui avait faim, tout simplement. Hein. Et après, moi, le truc qui m'a quand même fait de la peine aussi, c'est de voir quand même ce Tottenham. Tottenham, je crois qu'ils sont 16e au championnat, les gars, au 16e, c'est classement. ça, ouais. Ouais, ouais. 16e. Ouais. Et les gars, franchement, c'est plus le mal de. J'ai vu d'ailleurs l'ancien Lensois qui était titulaire hier. Je l'ai trouvé, mais alors Danso, à l'image de son club. Franchement, les gars, fait bon. Liverpool gagne le mérite, mais je pense qu'il y avait en face une équipe de Tottenham qui était très très faible, qui n'avait plus rien à espérer non plus de cette saison, hormis gagner Ils l'Europa ont eu League beaucoup de blessés, de hein. leur saison. Donc voilà, écoutez, moi, très sincèrement, je reste sur Liverpool est sacrément la meilleure équipe d'Angleterre sans aucune discussion. Exactement. Le champion Moi, d'Angleterre et du coup, logiquement, la meilleure équipe d'Angleterre. Nico, toi, qu'est-ce que tu peux nous ouais, dire sur Liverpool ou même sur Tottenham? Parce que on a ouais, plus parlé sur beaucoup de fois ici, Tottenham, hein, mais Tottenham, c'est compliqué cette saison. plus sur Tottenham parce qu'ils avaient très bien commencé le championnat, en fait. Hop. Euh, et les blessures ont eu raison, en fait, de leur réussite, en quelque part. Et Postecoglou, il a essayé voilà, de pallier un peu à l'image d'un De Zerbi, toute proportion gardée, où il a dû composer avec voilà, soit des blessés, soit tout simplement des cartons, etc. Donc
Moi, j'ai l'impression quand même que il y a vraiment quelque chose du côté de Postecoglou et il faut lui laisser du temps la saison prochaine pour bosser et avoir pourquoi pas un staff médical qui puisse faire en sorte d'avoir des joueurs disponibles parce que là c'est chaud quoi. Donc moi j'enterre pas du tout Postecoglou même si là c'est compliqué cette saison quoi. Après je vois pas ce que je pourrais dire de plus sur Liverpool. Euh, ouais, non, j'ai rien à dire sur le fait que c'est totalement mérité. Parce que les autres ont absolument pas réussi à suivre le rythme, c'est tout. Point. Exactement. D'ailleurs, je vais vous poser une petite question. Pour vous, Liverpool, en 34 matchs de Première Ligue, combien de buts ont-ils mis? Pour vous, Liverpool a mis de buts en 34 matchs? But? Ouais, Ah de ouais. Moi, je buts dis, marqués. 77. 77 pour Manu. Alors attends. Euh, moi, je dirais un peu plus d'une centaine. Ça fait une moyenne de 3 Alors, par. juste en première ligue. Ouais. Ok, une 34. centaine pour moi Romain. je dirais Ça fait 3 plutôt. par match. Allez, je vais tenter un petit 86. Et bah félicitations Manu, t'as gagné 80 buts marqués en 34 matchs pour Liverpool pour seulement 32 encaissés, deuxième meilleure défense de Première Ligue et logiquement meilleure attaque. Et par contre, à contrario, eh bah, Tottenham c'est 62 buts marqués en 34 matchs, mais quand même pour 56 buts encaissés. Donc c'est là Ouais, où en fait il y a un petit problème côté Spurs quoi. c'est ce que je te disais. Il n'a Alors pas pu attends, composer. suite-moi. Ilan, tu m'as dit c'est 60 et quelques buts marqués, 50 pris. Ouais, c'est ça, c'est 62 buts marqués et 56 buts encaissés. Ils ont plus 6 de goal average en étant 16e. Ouais, Oui, apparemment oui du coup. oui, oui, Lunaire. on te C'est confirme. c'est lunaire. Non, mais la première ligue, c'est un championnat à part, hein. Attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils gagnent, ils en mettent un paxon et quand ils perdent, ils en prennent 5. C'est ça. Enfin, 5, j'abuse, mais ils en prennent un gros score. Ouais, ouais. En gros, c'est comme Bah si là, ils chaque viennent de match ils perdre perdaient 5-1. 3-2 quoi. Lunaire. Là, ils ont perdu Lunaire. 4-2 contre les Wolves. Là, Wolverhampton qui est Ah bien ouais. Non, mais revenu, hein, surtout, Wolverhampton qui était 17e, et là ils sont remontés 13e les Wolves, hein. oui, mais Ouais, surtout, Ah ouais. c'est comme Manchester United, Tottenham. Ces deux équipes-là, il faut plus les juger sur la première ligue parce qu'il n'y a plus aucun intérêt pour eux. C'est un petit peu comme le match du PSG face à Nice Oui, où bah les oui, bien joueurs sûr. limite n'ont pas envie de jouer la première ligue parce que toute leur saison, elle se joue sur la qualification en Ligue des Champions via l'Europa League. Que ce soit Manchester United ou Tottenham, les deux sont en demi-finale. D'ailleurs, ça risque d'être, ça peut être un énorme choc. Mais c'est le seul moyen pour ces deux clubs de ne pas finir la saison et de prendre des tomates sur la tête. Donc là, la première ligue, ils sont sauvés. On connaît les trois qui descendent, c'est déjà officiel. Euh, bah, face à Liverpool qui est bon, bah, ça sert à rien en fait ce match-là. Ils auraient même, en fait, tu déclares forfait, c'est mieux. Tu perds que 3-0 parce que ça sert à rien. Non, Ouais, c'est mais pour vrai. la beauté du sport. C'est vrai que c'est une saison compliquée pour les Spurs, mais comme tu le soulignes, en fait, c'est un peu, je sais qu'on fait beaucoup de comparatifs avec l'OM, mais l'OM l'année dernière, l'OM qui finit 8e ou 9e de Ligue 1, mais qui va aller te chercher une demi-finale d'Europa League, et là c'est un peu pareil, quoi. Bon, bien sûr, toutes proportions Et c'est gardées. exactement ça. C'est exactement ça. Au bout d'un moment, l'OM avait mis un petit peu moins d'ingrédients en Ligue 1 pour se focaliser sur la Coupe d'Europe parce que c'était le bel objectif, etc. Quand t'as pas les armes pour tout faire, bon bah à un moment tu lâches, tu vois, et tu te concentres. Tu mets tes atouts que sur. Déjà, même avec ça, ça a failli. Manchester United et c'est un miracle qu'ils éliminent Lyon. Donc en fait, tu te rends compte que c'est tellement limité que si en plus ils jouent en première ligue, enfin ils essayent, bah, ça peut pas tenir physiquement, ça peut pas tenir mentalement. Donc au final, ces deux équipes-là, Tottenham et Manchester, Première Ligue, ils ont lâché totalement, quoi. C'est exactement ça. D'ailleurs, une deuxième petite question pour vous. Dans l'histoire du club, Crystal Palace a gagné combien de trophées? Combien de Waouh. trophées a Crystal Palace? Zéro pour Ilan, Romain. ouais, Ilan, je l'ai entendu hier, hein. Ah, Apparemment, s'ils gagnent la coupe, ça serait pour eux leur premier trophée. Voilà. bah voilà, il a niqué mon jeu. Et ça Ouais, sera contre City, donc ça va rester à 0 du côté Crystal Palace. Voici la vraie info.
Non, mais c'est vrai que j'étais choqué quand j'ai Désolé, hein, appris Ilan. que... Non, pas de souci, tu fais bien. Zéro trophée gagné dans l'histoire de Crystal Palace. Putain, t'es On se supporter moque de de Palace, Tottenham, frérot. mais... T'es supporter de Palace, frérot. Tu as envie de te suicider, gros. Chaque année, tu sais que tu vas faire 0 plus 0 égale la tête à Toto. T'imagines que même West Ham, ils ont gagné un trophée. Je sais pas combien d'années qu'ils ne gagnaient plus. Ils ont gagné l'Europa League Conférence. Ça faisait combien d'années qu'ils n'en gagnaient plus? Ouh T'imagines, là, c'est ça Non, fade. fait... Newcastle, mais Newcastle cette saison, ils ont gagné la Cup. Ça faisait 70 ans qu'ils n'avaient pas pris de trophée. Putain. West Ham, s'il te plaît, quoi. Après, le problème, c'est que la première ligue, c'est un championnat où en fait, t'as tellement tout le temps les mêmes clubs au-dessus que quand t'es un peu plus bas, c'est toujours compliqué. Et bah, tu vois, Crystal Palace, Newcastle, bon, depuis qu'ils sont au retour avec l'Arabie Saoudite, tout ça. Mais ouais, c'est T'as compliqué, raison, quoi. t'as raison, Ilan, mais c'est aussi le fait que t'as tellement de bonnes équipes que même si une ou deux se ratent, quoi qu'il arrive, t'en as deux ou trois autres qui sont beaucoup plus fortes. Donc c'est terrible le Exactement. niveau anglais. C'est dramatique. Cette année, t'as City qui n'a pas été bon, t'as Arsenal qui a raté des matchs et t'as Liverpool qui fait une saison incroyable. L'année prochaine, ça peut être un autre club, ça peut être Chelsea, ça peut être City à nouveau. Le niveau est totalement fou. Et Tout à d'ailleurs, fait. aussi, on parlait il y a quelques semaines de Nottingham qui pouvait jouer à la deuxième place. Nottingham, bon, certes, avec un match en moins, est actuellement sixième s'ils ne gagnent pas leur prochain match, qui est contre Brentford. Donc, ouais, peut-être un petit choc de Ligue des Champions pour Nottingham. C'est pas une chose à Non, écarter, du moins. C'est pas tellement, pour moi, c'est pas tellement un choc. costaud, hein. Oui, C'est bien aussi sûr, mais parce que oui, bien sûr. c'est aussi parce que City a mis la marche en avant et prend beaucoup plus de points. Aujourd'hui, City gagne tous ses matchs depuis quelques semaines en première ligue. Ça va beaucoup mieux. Euh, depuis Après, ils ont Guardiola fait n'est match plus. nul contre United, de- mais bon. Oui, mais c'est globalement, ça prend beaucoup plus de points. Il y a la victoire contre Everton, il y a les victoires 5-2. Euh, Bah, la dernière défaite, c'était depuis, le 8 mars face à Nottingham. tu vois, ça fait longtemps. Depuis que Guardiola ne divorce plus, il regagne. Comme quoi, c'était lié, quoi. Non, mais plus sérieusement, ils font une belle fin de saison et c'est ce que je craignais un peu pour Nottingham. C'est si t'as City qui accélère, si t'as Chelsea qui accélère, si t'as Newcastle qui prend énormément de points aussi qui accélère, Nottingham, à un moment, ils sont Ouais. essoufflés, les joueurs, ils en peuvent plus. Il y a trois cadors qui leur couvrent derrière. C'est compliqué, mais Faites c'est pas attention. fini. Faites attention parce que si Nottingham gagne, Et il repasse il passe de la troisième. 6e à la 3e place quand même. Oui, parce que, en Mais fait, c'est de beaucoup plus serré base, qu'il y a quelques semaines. C'est beaucoup plus serré qu'il y a quelques semaines où Nottingham oui, bah avait oui, vraiment de l'avance et c'est pour ça. Nottingham pouvait même rattraper Arsenal. Là, aujourd'hui, la tendance, c'est vers City, Chelsea et Newcastle, mais c'est pas terminé. Oui, c'est pour Oui. ça que j'avais notamment souligné ça, c'est qu'à un moment, Nottingham avait, il me semble, même 6 points d'avance sur City, et que maintenant, bah, limite, ils sont derrière, même s'il y a encore ce match face à Brentford. Aussi, on a Arsenal qui cale face à Crystal Palace, deux partout, Mateta buteur encore une fois. Vas-y Manu, je sens que tu as envie de nous parler des Gunners. Non, non, là, pour le coup, là, pour le coup, vraiment, j'ai rien à dire sur leur match parce que je l'ai même pas bien regardé parce qu'en fait, tout le monde s'en fiche de ce match concrètement. Ils jouent contre le PSG eux aussi mardi. Si je m'en fiche Oui. du match du PSG, c'est la même chose pour Arsenal. C'est parce que, en fait, tu sais que Liverpool est champion, tu sais que tu es deuxième quoi qu'il arrive. Quel est l'intérêt d'aller te faire mal, d'aller essayer de gagner 4-0? Je leur ai reproché beaucoup de choses. Mais là, maintenant, ce que j'attends, c'est la Ligue des Champions. C'est Euh, sûr. le championnat, ça y est, ils ont fait leur championnat, ils ont fini deuxième. C'est bien et à la fois, c'est pas assez bien. Donc c'est fini. Maintenant, on va voir la Ligue des Champions. Et aussi, on a United qui cale face à Bournemouth un partout, avec notamment un carton rouge à la 70e minute pour les Cherries. Bon, voilà, pareil, hein, comme ça fait un peu ce qu'on a dit sur Tottenham, United et Tottenham, il n'y a plus besoin d'en parler en première ligue parce que de toute façon, voilà, il n'y a plus rien à jouer, quoi. On a Ah, mais City aussi qui United, bat c'est Aston chaud. Villa. Vas-y, Nico. Non, parce que pour le coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu le match et waouh, ils se sont cassés les dents sur la défense. Putain, il faut que Højlund il arrive à voilà. Enfin, je veux dire, À la 96e c'était minute. attaque-défense quoi. C'était vraiment de l'attaque-défense parce que bah à un moment donné, voilà, PL parfois ça joue comme ça quoi. Et putain, il a fallu vraiment le bout du bout pour que il arrive sur un ballon, une frappe où il est bien placé et il détourne la frappe.
Donc forcément, ben, Et un il, rouge, et un il rouge de prend. Bournemouth aussi. Un rouge de Oui, Bournemouth. oui, oui, bah oui, ça c'est important aussi. À Tu fais 70e bien de le minute, faut noter, dire Manu. que Oui, oui, United avait 20 minutes, c'est une catastrophe, hein. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'avais oublié ce petit détail, Manu, merci de me le rappeler. C'est pour ça qu'il y avait de l'attaque défense. Mais Oui, parce que qu'est-ce que pour c'est moi, que sans c'est le rouge, il dur, marque et jamais. franchement, ce match était dur à regarder, hein. Oh, bref. Exactement. Bon, on va avancer un peu, comme ça on aura assez de temps pour parler de la Ligue des Champions. De côté Serie A, l'Inter cale, et du coup Naples en profite. Naples est actuellement premier de cette Serie A. L'Inter a calé face à l'AS Roma, défaite 1-0. J'allais dire Tchouaméni, non pas du tout. Randal Colomani remarque avec la Juve. Milan gagne à Venezia. Et l'Atalanta cale face à Lecce. Si vous avez un petit mot à dire sur une équipe ou sur un match que vous avez peut-être vu. Et d'ailleurs, la Lazio est en train de perdre 2-1. Là, à l'heure où je vous parle, face Ouais, à Parme. tout à fait. Bah, ça, je vais laisser Romain et Nico parler, parce qu'en plus, c'est Nico qui avait raison, et je sais plus ce que Romain avait dit, mais Nico avait dit Naples, et moi j'avais dit l'Inter, donc je vais les laisser Ah, je pense que expliquer nous, on comment. avait dit Naples. Romain Je pense aussi, que bon bah nous, voilà, bah, alors je vous laisse parler là-dessus. C'est vrai, tu veux y c'est vrai. aller, Romain, vas-y. Bah, vas-y, je te laisse commencer, Nico, quand même. Moi, je veux juste parler du match de la Juve, parce que c'était dommage. Ouais, c'est trop beau en fait pour moi que la Juve gagne 2-0 sans qu'il y ait un fait de jeu. T'as notre Kenan qui a pété les plombs. Je sais pas ce que tu lui as dit, Ilan, mais ils le disent. Et en plus, il s'est fendu voilà, d'un poste où il s'est excusé. Mais bref, écoute, au moins, ils ont pris les 3 points. Tu me diras, ah, bon, c'est Monza en face, hein, donc voilà, j'ai envie de te dire heureusement. Mais c'est dommage. C'est dommage de péter une durite comme ça. T'as le match en main et voilà, tu vas pas pouvoir jouer les prochains matchs à minima. C'est quand même handicapant pour ce qui va se passer par la suite. Sachant que sa bataille dure pour la 4e place. T'as la Roma et Bologne et la Juve qui sont dans un mouchoir de poche. Et il y a la Fio Euh, aussi et la Lazio, hein. Il y a que 3 points entre le ouais, quatrième et le huitième, hein. ouais, mais je parle. Qui peut rattraper la Juve la prochaine journée? Il n'y a que Ah oui, Bologne et Rome. bien sûr. Après, on fera les calculs plus tard, Yann. D'abord, on voit les prochains matchs et après, on discute. D'ailleurs, le prochain Euh, match, Bologne-Juve, hein. ouais, c'est un match qu'il faut gagner, évidemment. Mais ouais, pour parler de ce qui est intéressant, c'est-à-dire qui va prendre le scudetto. Voilà. Donc là, le Napoli, non seulement a fait ce qu'il fallait et l'Inter n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc à un moment donné, bah, désolé, voilà, sur son petit Piaggio, là, Napoli, qui a fait Hey, ciao, ciao l'Internazionale. Et voilà, ça passe premier, quoi. Ben, l'Inter, de toute façon, c'est quand même un coup d'arrêt depuis leur qualification contre le Bayern. Et j'ai l'impression que l'Inter s'est dit, ça y est, c'est fini, on va aller au bout, on va tout gagner. Et au final, non. C'est ce but dans les arrêts de jeu contre Bologne la semaine Ouais, dernière qui, je pense, les a vraiment mis dedans. Parce qu'ils avaient fait le match quasiment parfait. Tu joues contre une équipe de Bologne. D'ailleurs, je suis très fan de Italiano. Italiano qui était à la Fiorentina l'année dernière, qui est passé à Bologne, qui a remplacé Mota. C'est vraiment l'entraîneur en devenir actuellement en Italie. Il prône un football vraiment vachement offensif, vraiment très huilé, très travaillé. Et ce qu'il est en train de faire actuellement avec cet effectif-là, c'est juste magnifique. Moi, je te dis là, très sincèrement, la semaine prochaine, tu as un Bologne-Juve. La Juve, c'est un tournant de cette fin de saison, parce que si Ah Bologne bah, gagne, il bien leur sûr. passe devant. Il leur tout à passe fait. devant, hein. Et bon, tu sais combien j'estime Igor. Tu sais combien j'aime beaucoup Igor. Mais ça va être très compliqué. Non, donc pour revenir à l'Inter, c'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment. Ils ont pris deux adversaires très coriaces. Et d'ailleurs, bon, je suis étonné parce que je pensais très sincèrement que l'Inter allait était l'équipe au-dessus du lot. Bon, après, ils ont peut-être la Ligue des Champions qui leur prône beaucoup de 3 défaites en d'énergie. 3 matchs, hein, pour l'Inter. Ah oui, complètement. Ben, après, on sait très bien que l'Inter, ils ont gagné les Scudetto. Donc, s'ils devaient faire un choix entre la Ligue des Champions cette année et laisser le Scudetto, je pense que le choix serait vite fait pour la Ligue des Champions. Moi, en fait, je vais vous dire un truc. Vous savez, c'est quoi que j'aimerais mettre ce soir en avant? Parce que c'est quand même important de le mettre. C'est le travail de Claudio Ranieri avec la Roma.
tout à Parce que fait. Mm. moi, j'ai toujours aimé ce bonhomme. Entre humilité, travail, gentillesse, ce mec-là, vous le voyez, où qu'il est passé, il a fait du travail extraordinaire. Rien Soit que Manu, Leicester, hein. avec Leicester, même avec Monaco de Manu. Je crois qu'il était en Ligue 2, c'est ça? Il était en Ligue 2, il les a fait remonter. A survolé la Ligue 2 sans aucune prétention, fini premier. Puis même, il est monté en Ligue 1 et l'année où il est en Ligue 1, ils sont deuxième. C'est fantastique. C'est un mec qui est humble. Il a fait un gassé, je crois qu'il était à la retraite. Il a été à Cagliari l'année dernière. Il sauve Cagliari. Il les Hmm. prend, ils sont mal. Il les sauve la première année. Il remplit une année de plus. Il souffre, mais il se sauve quand même. Il part à la retraite. Et la Roma l'appelle. D'ailleurs, j'avais vu un truc sur Totti qui explique qu'à l'époque, c'était Mancini ou Ranieri. Et qu'ils appellent Ranieri qui dit: il n'y a pas de problème, demain matin, je suis à Trigoria. Et c'est Totti qui disait: mais attends, on n'a pas parlé argent et tout. Il dit: non, pour la Roma, on ne parle pas d'argent, je viens et voilà. Non, et voilà, moi, franchement, chaque fois que je le vois, je me régale. La Roma, ça a été cette année un effectif qui a été reconstruit avec beaucoup d'arrivées. Je crois qu'il y a une quinzaine de joueurs qui est arrivé. C'est jamais évident pour construire un Bah, Soulé, effectif. hein. Soulé qui Voilà, est arrivé Soulé cette qui année aussi. marque, c'est lui qui marque d'ailleurs contre l'Inter. L'ancien joueur de Frosinone, pour l'anecdote, pour ceux qui ne le savent pas. Mais voilà, il a au fur et à mesure, il les a remontés. Et il y a encore peut-être un mois et demi, personne ne voyait la Roma se retrouver, peut-être parce que la Roma est quand même pas loin de jouer la Ligue des Champions. Je crois qu'ils sont vraiment à la lutte, hein. Mais ils sont Ouais, à ouais, c'est deux ce que points je de me la disais, ouais. Juve. Ils sont à 2 points de la Juve. Moi, Hmm. franchement, voilà. Donc, on parle de Conte, on parle de la Juve, on parle de l'Inter, d'Inzaghi, tout ça. Mais les gars, franchement, Ranieri, chapeau. Et entre l'homme qu'il est, le sportif qu'il est, tout ce qu'il a pu faire, le bon souvenir qu'il a laissé, où qu'il est passé, où qu'il a gagné, franchement, il mérite mon respect. Et voilà. Beaucoup d'entraîneurs devraient justement apprendre de son humilité et de son travail. Exactement. D'ailleurs, égalisation de la Lazio, du coup, qui revient à 2 points de la Juve, hein. Donc là, et en cas de victoire, la Lazio reviendrait à égalité de points avec la Juve. On parlait de l'Inter, qui était sur une période assez noire, défaite face à Bologne, Milan et l'AS Roma. J'ai envie qu'on revienne un peu sur cette demi-finale de retour de Coupe d'Italie. Victoire 3-0 de l'AC Milan qui aura gagné tout simplement tous les derbies de cette saison. C'était plus arrivé depuis 2006. Pour vous, est-ce que c'est plus du coup l'Inter qui se dit bon, la Coupe d'Italie, voilà, c'est peut-être pas l'important de cette saison, ou est-ce que c'est vraiment Milan qui a surdominé et l'Inter n'a tout simplement rien pu faire? Mais Ilan, le Milan, ils sont à son 9e. Je crois que Ouais, la mais Ligue Milan, ils Europa. peuvent jouer encore les places qualificatives au moins pour même la conférence, tu vois. Ouais, ouais, mais bon, je pense que pour eux, c'est peut-être plus intéressant de jouer l'Europa League. Parce que voilà, pour eux, je vais te dire, on parlait tout à l'heure de Manchester, de Tottenham avec l'Europa League qui est vraiment leur consolante pour pouvoir sauver leur saison et pour pouvoir jouer avec des champions. À un degré en dessous, c'est le Milan avec la Coupe d'Italie. Et d'ailleurs, je crois qu'ils tirent Bologne en finale, les gars. Ils n'ont pas gagné C'est non ça. plus aussi, parce que Bologne, voilà, cette année, c'est vraiment solide. Donc, non, non, pour moi, ça me semble logique. Peut-être un Inter qui est un petit peu à se dire, on se prépare pour. Qui se sont vus trop beaux aussi. L'Inter, je pense qu'ils se sont vus trop beaux aussi sur le Scudetto cette année. Mais je pense qu'ils ont la tête plus à la Ligue des Champions. Donc, pour moi, bon, après 3-0, j'aurais jamais cru que ça allait se finir à 3-0, ça c'est sûr. Mais pour moi, très sincèrement, ça me semble. C'est logique. Je pense qu'un Milan à 200%, pour sauver sa saison, a fait le résultat, voilà, pour pouvoir sauver sa saison. Qui d'ailleurs, Conceição, certainement, en fin de saison, sera démis de ses fonctions, puisque l'objectif, c'était la Ligue des Champions. Et d'après ce que j'avais entendu, il avait signé un contrat qu'il y avait une clause dedans qu'en cas de non-qualification en Ligue des Champions, il devrait être mis de côté. D'après ce qu'on a pu me dire, ça pourrait être, bon, on parle de Zerbi, je suis un peu plus dubitatif, mais on parle de Massimiliano Allegri, qui a déjà gagné d'ailleurs le Scudetto avec le Milan avant d'aller à la Juve. Je Ouais, suis pas fan, je suis pas fan du tout d'Allegri. Je vois Manu la tête qu'il fait et je sais ce qu'il va me dire pour que ouais, la quand on Juve, avait c'était une catastrophe à l'aiguille, hein. Même si on a connu des Allegri, beaux moments, mais ouais. Oui, c'est- ça c'est sûr. Juste pour revenir sur le match entre l'Inter et l'AC Milan, faut avouer aussi qu'il y a eu quand même un maximum de réussite côté Milan. 3 tirs aussi. cadrés, 3 buts.
en grande partie parce que c'était pas Sommer dans les buts, c'était son remplaçant. Hmm, Voilà, donc c'est un détail quand même qui est important parce que de l'autre bien côté, tu sûr. avais Maignan. Donc voilà, quand on dit que l'Inter, c'est un peu, entre guillemets, ouais, forcément, ils l'ont fait tourner pour des raisons évidentes. Et ben, de l'autre côté, Milan a rien, l'AC Milan a rien à jouer et donc il met l'équipe type. Donc ça, forcément, ça a un impact, quoi. Carrément. Et surtout qu'en fait, là, on a un peu la même situation qu'en Ligue 1. Bon, hormis le fait que là, il y a deux clubs qui se battent pour la première place, mais qu'entre la quatrième, du coup, et la huitième place, et bah, t'as que 3 points d'écart, tu vois. Et que semaine prochaine, bah, t'as juste Bologne, t'as forcément, comme Marseille-Lille, bah, t'as un des deux clubs, voire les deux clubs qui vont perdre des points en route. Donc là, tout peut se passer, quoi. Donc, Mais je crois qu'il pour derrière, hein. Il me semble comment? hormis le Montpellier d'Italie, qui est déjà quasiment relégué, voire relégué, je crois que derrière, ça se joue à un mouchoir de poche, hein. Il me semble que dans le coup, tu as Parme, Lecce, tu as Venise, qui avait fait quelques résultats Ouais, qui étaient un peu remontés. Parme a 7 points d'avance sur la 18e place de Venezia. Mais sinon, ouais, t'as Empoli, Venezia et Lecce qui, entre la 19e et la 17e place, t'as que 2 points. Sinon, après, un peu plus au-dessus, t'as 5 points d'avance déjà. parce que tu as des Ouais. matchs en cours, en fait. Moi, Genre là, actuellement, il y tu a des vois, matchs en cours. Cagliari, Parme, par exemple, qui gagnait 2-0 face à la 17-30. Lazio et qui est en train de faire deux partout. Après, tu avais un match aussi entre Cagliari et la Vérone, il y a un partout. Donc, tu vois, honnêtement, ça se jouerait entre Lecce, Venezia et Empoli. Monza qui est, s'il met quelques sous mots, à 12 points de la zone non relégable, donc c'est mort. Donc, ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu comme ce qui se passe actuellement en Ligue 1, quoi, la Serie A. Montpellier. Montpellier Voilà, italien. exactement. Est-ce qu'on ferait pas un petit tour de la Bundes où le Bayern a pris une avance quasiment finale sur les Leverkusen, Dortmund qui revient d'entre les morts, qui est actuellement sixième. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, surtout que tout a l'air déjà joué. Donc je Ouais. pense qu'on peut ouvrir notre dernière petite page Ligue des Champions. J'ai vu J'ai une Manu s'est musique relevé. si tu veux. Comment? J'ai une musique si tu veux pour la Ligue des Champions. Eh ben vas-y, la musique de la Ligue des Champions. Te trompe pas comme Euh, Aston Villa, s'il te plaît, hein. ah ouais, merde, alors attends. Là, c'est bon, c'est la C1. La C1, attends. Ah non, c'est pas ça, pardon, pardon. Ouais, non, parce que là, on n'est pas trop d'actualité, là. The C'est bon. Champions. Et du coup, Arsenal qui reçoit le Paris Saint-Germain à l'Emirates Stadium. Un match assez. Je pense que là, on est vraiment sur un 50-50, selon moi, du moins. Manu, je t'ai vu, j'ai pas Ligue des Champions, tu t'es relevé directement. Vas-y, qu'est-ce que tu pronostiques, toi, pour ce Arsenal-Paris Saint-Germain? C'est compliqué. Compliqué. Moi, déjà, je me suis planté sur le pronostic Liverpool. Donc maintenant, c'est compliqué. Franchement, j'arrive pas à savoir qui est plus fort. Je me dis quand même que Arsenal est passé face au Real, Ouais. notamment grâce aux deux coups francs C'est ça, je me dis directs aussi. qui ne découlent pas d'une domination. Même si moi, je retourne, Arsenal a été supérieur, mais c'est vraiment compliqué. Franchement, j'ai aucune. Perso, dans ces quatre équipes, moi, je trouve Barcelone supérieur aux trois autres. Je pense que Barcelone va se qualifier dans son match contre l'Inter. J'avais des doutes sur le Bayern contre l'Inter, ça s'est confirmé. Et je pense que par contre, Barcelone est plus fort que l'Inter. Donc je pense que ce sera Barcelone. Mais entre le PSG et Arsenal, j'ai vraiment du mal. Franchement, 50-50 pour j'arrive. moi. Ouais, je suis Vraiment, d'accord, j'arrive c'est pas à savoir. vraiment impronosticable, je pense. Les Moi, je deux suis ont des sur Arsenal. atouts. Les deux ont des atouts assez similaires. Mais l'impression qu'en plus, le PSG peut faire plus de choses s'il a envie, notamment avec Gonzalo Ramos. Arsenal n'a pas ça s'il y a besoin. Je sais pas. Franchement, c'est trop serré. 50-50. C'est exactement ça. S'il faut un pronostic, ben, PSG Barcelone en finale dans ce cas-là. Nico? Moi, je vois plus Arsenal parce que pour une raison très simple, Arsenal est très bon sur coup de pied arrêté et PSG est très mauvais sur coup de pied arrêté. Et pour ça. Donc c'est juste pour ça que je vois Arsenal passer. Romain?
Moi, je vais mettre en place, je vais vous dire juste le truc, excusez-moi. C'est la première chose qui me vient en tête quand je vois ces deux affiches, c'est les entraîneurs. Arteta d'un côté, Luis Enrique de l'autre, Flick, Inzaghi. Franchement, c'est quatre super entraîneurs qui font quand même une saison extraordinaire. Luis Enrique, on l'a laminé l'année dernière. Arteta a eu des débuts très difficiles à Arsenal. Donc moi, c'était plus ça que je mettrais en avant parce que très sincèrement, je trouve que c'est deux demi-finales qui sont... j'ai du mal à voir qui va se dégager de ça. D'un côté, effectivement, on va peut-être se retrouver vers un remake de 2006 avec un Arsenal-Barcelone, fort probable aussi. Mais j'ai pas envie d'enterrer l'Inter. L'Inter, rappelez-vous contre le Bayern, je vous avais dit, vous allez voir, ils vont passer, ça sera dur. Le retour, ils vont souffrir, ils feront peut-être même nul. Je crois que j'avais même dit le match nul. Ils ont fait match nul. Moi, l'Inter, croyez-moi, ils ont un Lautaro en ce moment qui est en forme. Bon, il a été moins sur ces 3 derniers matchs. Mais très sincèrement, je n'enterrerai pas cette équipe de l'Inter. Après, je n'enterre pas le Barça, donc j'ai du mal à dire. Allez, je vais jeter la pièce et je vais dire un PSG Inter en finale. Ok. Et t'as pas peur justement de la blessure de Pavard? Alors oui, bien sûr que Pavard. Mais après, Pavard, je vous rappelle quand même qu'en début de saison, il n'était pas non plus titulaire. C'est après, sur le long terme, qu'il est devenu meilleur. Alors là, c'est lui qui se blesse. Il fait un super match contre le Bayern. D'ailleurs, il marque. Mais non, non, j'ai pas peur. Il Moi, je marque et pense il qu'il nous a... célèbre en plus, hein. Pardon? Il marque et en plus il célèbre contre son ancien club. Contre un ancien club, c'est ça. Non, moi, Pavard, ça me fait pas peur qu'il soit pas là. Moi, l'Inter, depuis le début,